statistiques, et sur les statistiques concernant la pandémie. Sur les statistiques, on a des fois un petit peu abordé ce sujet, notamment parce qu'on est tous un peu familiers de Gérald Bronner et des biais cognitifs. Donc, on a abordé la question par ce biais-là. Mais là, c'est intéressant de voir effectivement comment dans la pandémie a révélé des différences d'interprétation, des batailles autour des chiffres, etc. Donc, merci de nous éclairer un petit peu sur ces questions-là. Bon, je ne vais pas vous présenter, vous pouvez vous présenter un petit peu si vous le souhaitez, et puis on vous laisse la parole. L'habitude est qu'on n'interrompt pas l'animateur, mais qu'après, on laisse un certain temps pour poser les questions et les réponses. Voilà, donc, en tout cas, si quelqu'un le souhaite, qu'il n'hésite pas à m'interrompre, hein, ce ne sera pas du tout un problème. Hein, très bien, parfait. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Donc effectivement, oui, c'est vrai. Alors, donc bon, je m'appelle Hervé Seyss, je suis chercheur au CNRS à Montpellier. Et effectivement, j'avais été en contact avec Jean-Luc il y a quelques mois, donc il m'avait demandé si je pouvais peut-être faire un exposé sur les statistiques. Et puis aussi dans la discussion, il avait été question parce que depuis un an, j'ai pris position publiquement contre ce que je qualifiais de fraude scientifique de la part de plusieurs experts ou prétendus tels à propos de la pandémie de Covid-19 qui a évidemment beaucoup occupé l'actualité. Et donc c'était aussi un autre sujet potentiel d'exposer. Il m'avait dit ce serait bien aussi de faire un truc sur les controverses scientifiques autour de l'épidémie. Et donc, dans la discussion, on s'est dit, finalement, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et faire un exposé commun, en fait, pour à la fois présenter les statistiques et donc présenter leur intérêt dans les sciences expérimentales, et même plus que leur intérêt, en quoi elles sont nécessaires dans les sciences expérimentales, présenter les principes qu'il y a derrière, les idées qu'il y a derrière, et évidemment, et ça va avec, les limitations des statistiques, et du coup, d'illustrer après ces différentes limitations par des exemples tirés de la vie réelle, tirés des controverses qu'il y a eu autour de l'épidémie de Covid-19, puisque... donc voilà, je le disais, il y a eu beaucoup de controverses scientifiques, et plus que de la controverse, enfin, selon moi, donc là c'est mon avis personnel, selon moi même des cas vraiment de fraude et de malversation scientifique, où souvent les statistiques ont été utilisées non pas sincèrement pour véritablement tester la significativité des effets, mais plutôt pour donner un vernis, une apparence de sérieux à des affirmations qui n'étaient pas sérieuses. Donc je pense que voilà, ça va donner des illustrations qui vont être... Alors, selon votre disposition d'esprit, vous allez soit les trouver amusantes, soit les trouver déprimantes. Et moi, en fait, quand je préparais mes diapos, selon mon humeur du moment, soit je m'amusais de voir vraiment les idioties qui ont pu être racontées par des gens qui se prétendaient experts, soit j'ai pu être vraiment déprimé, parce que ce sont des gens quand même qui ont des grands pouvoirs dans le domaine médical, dans le domaine même politique. Et c'est quand même un peu inquiétant des fois de voir des gens qui sont soit tout à fait incompétents, soit même vraiment des escrocs, et de les voir à des postes de responsabilité. Donc voilà, sachez que l'exposé d'aujourd'hui peut-être vous fera sourire, et peut-être aussi vous donnera un peu de vague à l'âme. Avant d'entamer l'exposé, je voulais aussi vous montrer, donc est-ce que ça se voit quand je bouge le curseur comme ça? Oui. Oui, très bien, parfait, merci. Donc, je voulais insister là sur l'adresse ici que vous avez là. Donc, n'hésitez pas à prendre note, prendre en photo, prendre une capture d'écran, etc. Cette adresse ici, c'est l'adresse du PDF, du diaporama que je m'apprête à vous montrer. Et donc, pour pouvoir après, si vous le souhaitez, le regarder à tête reposée, vous aurez accès en fait au diaporama tel qu'on va le voir là tout de suite. Mais Hervé, de toute façon, l'enregistrement comprend y compris ton diaporama. Hein, si oui, bon, très bien, voilà, parfait. Parfait, très bien, parfait. Et ce diaporama, en plus, donc, sachez qu'il y a des liens hypertextes. J'ai essayé de tous les annoter en bleu. Donc, il y a des trucs, souvent, je donne les sources des informations que je donne. Donc voilà, quand vous avez le PDF du diaporama, vous pouvez après cliquer sur le lien et ça vous donne directement la source d'information primaire dont je me suis servi. Donc, commençons. Commençons par l'intérêt des statistiques. En fait, il vient d'un problème vraiment fondamental quand on fait des sciences expérimentales. Les sciences expérimentales sont basées sur des mesures. Que votre appareil de mesure soit une balance de laboratoire, une pipette graduée, un télescope, un sismographe, etc. Dans les sciences expérimentales, on doit faire des mesures du monde réel. Et on le sait bien, si on fait 2 fois la même mesure,
eh bien, les résultats ne seront jamais tout à fait identiques avec une infinité de chiffres après la virgule. Imaginez que votre expérience, c'est par exemple de peser donc la masse corporelle d'une souris, mettons, on va dire une souris de sexe mâle âgée de 3 mois, d'une certaine souche de souris. Eh bien, si vous prenez 2 souris mâles âgées de 3 mois de cette souche de souris, vous les posez sur une balance parfaitement précise, eh bien, vous n'aurez pas tous les chiffres après la virgule absolument identiques. Il y aura une variabilité. Et ça, on le sait, c'est évident. Et c'est non seulement vrai quand on fait ça sur 2 souris différentes, mais ce serait même vrai si on prenait la même souris, qu'on la posait sur le plateau de la balance, qu'on l'enlevait et que 30 secondes après, on la remettait. Parce que pendant ces 30 secondes, il s'est passé des choses. La souris a un petit peu respiré, elle a un peu consommé de masse graisseuse. Nous aussi, en la touchant, on a pu lui arracher quelques poils, on a pu déposer quelque chose, etc. Et donc, la masse de la souris n'est pas vraiment bien définie. En fait, au cours du temps, elle va évoluer. Et puis, bien entendu, l'appareil de mesure lui-même n'est pas parfait. Et même si, dans une expérience absolument idéale, on arrivait à avoir 2 objets qui soient parfaitement identiques, on les posait tous les 2 sur l'appareil de mesure, et bien l'appareil de mesure, lui, il a ses petites imperfections, et donc il ne nous donnerait pas exactement toujours la même réponse. Pour toutes ces raisons, donc, des mesures même qui devraient en principe être donner le même résultat, ne donnent pas le même résultat. Et donc voilà, donc les sources de cette variabilité donc, sont dues à la fois à des problèmes techniques dans l'appareil de mesure, et puis aussi à des problèmes dans la variabilité des objets mesurés qu'on peut estimer identiques, mais qui ne le sont jamais tout à fait. Et ça a des vraies conséquences. Donc voilà, je vous disais, par exemple, dans le poids de 2 souris mâles âgées de 3 mois, on peut être sûr qu'il y en aura toujours une un peu plus lourde que l'autre. Et ça c'est un vrai problème, parce que si maintenant notre expérience consiste à, par exemple, si on reste sur l'exemple de la masse corporelle des souris, on donne un certain régime alimentaire aux souris, on veut savoir si ça modifie leur masse corporelle. Et donc, on va comparer une souris qui a été nourrie avec ce régime alimentaire à une souris nourrie avec le régime alimentaire standard, et on se demande s'il y aura une différence. Eh bien, en fait, c'est même pas la peine de faire l'expérience, parce qu'on sait à l'avance qu'il y aura une différence. Puisque je vous dis, même si on prenait la même souris qu'on la pesait 2 fois, il y aura une différence. Et là, c'est un vrai problème, parce que nous, on a fait un traitement, on aimerait savoir si suite à ce traitement, il y a une différence dans la mesure, mais on sait qu'intrinsèquement, il y aura de toute façon des différences dans les mesures. Et donc en fait, il semble impossible de déterminer si un traitement expérimental, une condition expérimentale, va ou non avoir un effet, puisque de base, tout va toujours avoir un effet. Et donc ça, c'est un problème absolument fondamental dans les sciences expérimentales et qui se pose vraiment dans toutes les sciences expérimentales. Je vous disais, quel que soit l'appareil de mesure, quelle que soit la science à laquelle vous vous intéressez. Alors, la façon de sortir de ce problème, c'est de faire plusieurs mesures dans chaque condition expérimentale. Donc, par exemple, pour reprendre mon exemple donc des souris nourries avec un certain régime alimentaire, eh bien, je prends une cohorte de souris, je leur donne mon régime alimentaire un peu spécial, une autre cohorte de souris que j'essaye de rendre le plus similaire possible à la première cohorte, et à ces souris-là, je leur donne le régime alimentaire habituel. Et comme ça, à la fin, je vais faire mes mesures. Et donc, je vais pouvoir mesurer la variabilité intergroupe, donc la différence entre les 2 groupes, et ainsi que la variabilité intragroupe, à l'intérieur de chaque groupe. Et l'idée de ces tests statistiques dont on va parler maintenant, c'est précisément de mesurer à quel point la variabilité intragroupe, la variabilité intergroupe entre les groupes est supérieure à la variabilité intragroupe. Si vraiment il y a plus de différence entre les groupes qu'à l'intérieur de chaque groupe, on se dira que certainement il y a une vraie différence due au traitement. Alors là, il y a une chose tout à fait importante sur laquelle il est temps d'insister, c'est qu'il faut vraiment que les souris des 2 groupes soient les plus proches possibles. Imaginons que mon expérience soit mal imaginée et que, par exemple, dans le groupe traité avec le régime alimentaire un peu spécial, j'ai mis que des femelles, et puis dans le groupe traité avec le régime alimentaire habituel, j'ai mis que des mâles. On va peut-être voir une différence de masse corporelle à la fin, qui sera peut-être pas due à la différence de régime, qui pourra être due à la différence de sexe entre les deux cohortes. Donc ça illustre bien qu'effectivement, pour pouvoir vraiment se débarrasser de ce genre de confusion, il faut s'arranger pour homogénéiser ces confusions entre les 2 groupes. Donc soit en prenant le même sexe dans les 2 groupes, donc 100% de mâles dans chacun des 2 groupes par exemple, soit en mettant en fait, la même proportion, par exemple 50% de mâles et 50% de femelles dans chacun des 2 groupes, de façon à se débarrasser de tout ce qu'on appelle des variables confondantes, qui sont des choses comme ça qui pourraient avoir un effet, mais qui ne sont pas ce qu'on souhaite interroger. D'accord ? D'accord. Et donc voilà, donc le principe c'est ça, c'est donc de faire 2 groupes, donc ça veut dire qu'il faut faire des mesures répliquées, il faut faire plusieurs fois la mesure. Une autre chose aussi qu'on pourrait imaginer, c'est de dire, bon voilà, je suis feignant, ou alors j'ai pas beaucoup d'argent dans mon laboratoire, j'ai pas les moyens de m'acheter 50 souris pour chaque cohorte, je vais prendre une souris
que je nourris avec le régime alimentaire habituel, une souris unique que je nourris avec le régime alimentaire un peu spécial, et je vais peser chacune plusieurs fois. Comme ça, j'aurai plusieurs mesures. Je vais me peser une souris 30 fois, l'autre souris 30 fois, comme ça, j'aurai 30 mesures à comparer à 30 mesures. Ça, ce serait aussi une erreur. Parce que quand on fait ce genre de choses, effectivement, mesurer 30 fois le poids de la même souris, ça va effectivement capturer les imprécisions de mesure. Je vous disais les problèmes de l'appareil de mesure, donc la balance qui n'est pas parfaitement reproductible. Donc ça va bien les capturer. En revanche, ce genre de choses ne va pas capturer la variabilité inter-souris. Et je vous disais, entre deux souris, il y aura toujours des différences. Et comme dans le principe de cette expérience, on aura deux souris différentes, celle qui a été nourrie avec un régime et l'autre, et qu'on voudra les comparer, déjà, au départ, on sera en train de comparer deux souris différentes. Donc, il serait bon aussi que dans chaque groupe, on puisse capturer cette variabilité qu'il peut y avoir entre différentes souris. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas se contenter de prendre un objet expérimental et de le mesurer plusieurs fois, mais de prendre plusieurs objets expérimentaux qui, a priori, devraient différer autant entre eux qu'ils diffèrent entre les groupes. Donc, ça veut dire, par exemple, si on prend une dizaine de souris dans chaque groupe, eh bien, on fera en sorte de les prendre dans une même population de souris, la même souche de souris, le même âge, le même sexe, etc. Et donc, comme ça, on pourra vraiment se faire une idée de la variabilité typique qu'on a parmi les souris de cet âge, de ce sexe, etc. Et on aura vraiment une vraie comparaison de l'effet pur du régime alimentaire. Voilà. Pour le vocabulaire, sachez que nous, en biologie, on appelle ça… Donc, si on fait la mesure qu'il ne faut pas faire peser plusieurs fois la même souris, on appelle ça un réplica technique. Donc, c'est en fait juste la technique de la mesure qui est répliquée. Et quand on prend plusieurs souris individuelles et qu'on les pèse, etc., on appelle ça des réplicas biologiques. Donc là, c'est vraiment l'objet biologique qui est répliqué. Donc le réplica biologique est nécessaire parce qu'en fait, déjà entre mes deux cohortes, j'aurai aussi des objets biologiques différents, des souris individuellement différentes. Donc voilà le principe. Et alors, comment est-ce que ça se représente à la fin? Donc ici, je vous ai… Bon, là, c'est des jeux de données que j'ai simulés sur ordinateur. Hein, ce n'est pas des vraies mesures qu'on a faites au labo. Donc j'ai simulé deux jeux de données. Un premier, donc ici j'ai simulé 20 valeurs prises au hasard dans une distribution centrée sur la valeur 10. Ici j'ai pris 15 valeurs au hasard centrées sur la valeur 7. Donc ça nous donne une idée de ce que pourrait donner une expérience. Et donc on aurait un groupe ici en rouge, mettons que ce sont les souris traitées avec le régime alimentaire un peu spécial. En bleu, les souris traitées avec le régime alimentaire habituel. Et donc là, ce qui est représenté ici, c'est un histogramme, c'est-à-dire que donc on a divisé donc, la valeur mesurée, donc par exemple la masse des souris, on a divisé en intervalles. Alors mettons que ce soit des grammes, ça fait petit, je pense, pour des masses de souris, mais bon, admettons que ce soit des araignées. Donc voilà, donc par exemple, là vous avez entre 8 et 8,5, on a compté le nombre de souris qui tombaient dans cette catégorie, entre 8 et 8,5 grammes, donc on en a une, entre 8,5 et 9, on en a deux, etc., etc. Donc un histogramme, comme ça, la forme de l'histogramme vous donne une idée de la répartition des données, et notamment autour de quelle valeur toutes ces données ont l'air de tourner. Et là, visiblement, j'avais fait en sorte de générer ce jeu de données comme ça, les valeurs ont l'air de tourner autour de 10. Et assez typiquement, comme ça, on observe une espèce de forme comme ça en cloche. Ça, c'est relativement typique de la plupart des mesures. Donc, la plupart des mesures vont tomber autour d'une valeur moyenne, et puis avec des exceptions, des souris qui seraient particulièrement légères, des souris qui seraient particulièrement lourdes, et plus on s'éloigne de la moyenne, plus ce genre d'événement est rare. Donc c'est pour ça que ça s'écrase un peu, ça fait une forme en cloche. Et quelque chose qu'on voit évidemment ici, c'est que là, je vous disais, j'ai généré un jeu de données avec 20 valeurs. Si j'avais juste généré 2 ou 3 valeurs, on aurait 2 ou 3 points qui se battent en duel. Ce serait beaucoup plus difficile d'estimer vraiment précisément où se trouve ce massif de pics. Et là, on le sent très bien intuitivement, c'est que plus il y aura de réplicas dans l'expérience, plus on sera précis sur la forme de cette courbe en cloche, et donc notamment la position de la moyenne. Et puis aussi, on pourra plus facilement estimer la dispersion des valeurs, donc la largeur du pic. Donc ça, c'est important. Plus on a de réplicas dans l'expérience, meilleure sera l'expérience. Et en fait, dans un monde idéal, on pourrait imaginer une expérience avec un effectif infini. Donc, on aurait pesé une infinité de souris avec ce régime alimentaire, une infinité de souris avec l'autre régime alimentaire. Bien entendu, ça, c'est tout à fait impossible. On n'a pas le temps ni l'argent pour faire tout ça. Il y a même pas, de toute façon, il n'y a pas un nombre infini de souris à la surface de la Terre. Donc, même si on voulait, on ne pourrait pas. Mais on peut imaginer que dans un monde idéal, l'expérience, ce serait comme ça, avec une infinité de souris. Et dans ce cas-là, on aurait vraiment une distribution très, très lissée comme ça. Parce qu'en fait, toutes ces petites aspérités dans l'histogramme sont dues au bruit statistique. Et quand on a un nombre infini de valeurs, on n'a plus de bruit statistique. Et la distribution commencerait à ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, une courbe tout à fait lisse. Et là, c'est très, très évident de voir où se trouve la moyenne et d'estimer la largeur du pic. Donc ça, c'est ce que donnerait une expérience
idéal avec un effectif infini. Et cette expérience idéale avec un effectif infini nous donne aussi l'occasion de voir l'expérience d'une nouvelle manière. Je vous disais, l'expérience, c'est de prendre des souris et de les peser. Eh bien, on peut aussi voir sous une autre perspective et dire qu'en fait, il existe dans un univers éthéré, quelque part, hein, dans un monde idéal, il existe comme ça une liste infinie, d'effectifs infinis de toutes ces mesures de masse corporelle de souris qui seraient possibles dans une expérience infinie. Et qu'en fait, nous, quand on fait une expérience réelle, finie, limitée, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on tire au sort, au hasard, des valeurs dans cette liste d'effectifs infinis. Et donc, c'est une nouvelle manière de voir l'expérience, ça revient un peu au même, hein. Et là, par exemple, ici, quand j'ai mes 20 souris, eh ben, ça reviendrait en fait à tirer 20 fois au hasard des valeurs dans cette liste de longueur infinie. Et donc, bon, bah, a priori, plus le nombre de tirages aléatoires est grand, plus on va se rapprocher de la moyenne réelle. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Bon, plus le nombre de souris tirées est grand, plus on va se rapprocher de la vraie distribution infinie qui est représentée par la courbe. Et donc, c'est ça le principe du test statistique le plus simple, enfin celui dont j'ai parlé en premier, qui s'appelle le t-test. Donc, T, c'est la lettre T en anglais, le test T en français. Donc, le t-test, c'est comme ça qu'il travaille. On lui fournit comme ça les listes de données réelles, donc ces histogrammes avec des effectifs limités. Donc là, mes 20 points dans l'histogramme rouge, mes 15 points dans l'histogramme bleu. Et le t-test commence par estimer quelles pourraient être les distributions d'effectifs infinis idéales dont sont échantillonnés aléatoirement ces 20 mesures et ces 15 mesures. Et après, il estime quelle est la probabilité que ces deux populations idéales d'effectifs infinis aient la même moyenne. Et c'est cette probabilité qui nous est pondue par le test. Et donc là, donc je vous ai dit, ça, c'est des jeux de données synthétiques que j'ai générés sur ordinateur. Et après, j'ai fait tourner le test sur ces jeux de données. Et voilà la probabilité que les moyennes de ces deux courbes d'effectifs infinis soient la même. Bah, cette probabilité est très faible. Effectivement, on voit qu'elles sont très séparées. Ici, on est vraiment centré sur 7, ici sur 10. Et donc, il semble très peu probable que ces deux jeux de données soient en fait échantillonnés d'un unique jeu de données d'effectifs infinis qui aurait un seul pic. Ce serait quand même possible, hein. La probabilité n'est pas tout à fait de zéro, parce qu'effectivement, il y a toujours cette possibilité théorique qu'on soit parti d'une unique population de souris, qui est donc un seul pic, et que par le hasard des tirages au sort, eh bien, par malheur, les réplicas du rouge soient toujours tombés à droite de cette courbe en cloche, les réplicas du bleu toujours à gauche, et que donc, à la fin, on ait l'illusion qu'il s'agisse de deux populations différentes. Donc ça peut arriver, c'est une probabilité qui n'est pas nulle, mais qui est quand même très faible. Et donc, cette chose-là, cette probabilité, nous mesure quel est le risque que cette chose apparaisse. D'accord ? Et donc, bien entendu, plus le nombre de réplicas est grand dans l'expérience, plus le test sera fiable sur sa façon d'estimer la population idéale qui est représentée par la courbe, et donc plus il sera affirmatif sur la différence des moyennes. Ce qui signifie que pour une même différence entre deux jeux de données, eh bien, plus on aura de réplicas, plus cette probabilité sera basse. Alors, je vous donne juste un petit point de vocabulaire parce qu'il n'est pas impossible que le terme m'échappe un peu parfois pendant l'exposé. Je vais essayer d'éviter, mais peut-être que ça m'échappera. Cette probabilité ici, on utilise aussi le terme en anglais, on appelle ça la p-value. P pour la lettre P, la probabilité. Donc, la p-value, c'est cette probabilité que nos jeux de données soient en fait échantillonnés à partir d'une population unique d'effectifs infinis. Et donc, ce que mesure cette probabilité, c'est ce qu'on appelle la significativité de la différence. Et là, il est important de bien définir ce que c'est que la significativité, parce que c'est quelque chose auquel j'ai assisté là, depuis 2-3 ans dans les médias grand public, les journalistes, les politiciens se sont beaucoup mis à utiliser ce terme pour dire notre mesure politique a eu un effet tout à fait significatif, on a observé une différence tout à fait significative. C'est un mot qui a vraiment percolé dans le langage, dans le vocabulaire du grand public. Mais les gens ont déformé le sens. En fait, systématiquement, quand ce terme est utilisé par des journalistes, du personnel politique, etc., ils utilisent significatif comme un synonyme de large, pour dire notre mesure politique a eu un grand effet. Elle a eu un effet significatif, elle a eu un grand effet. Dans la réalité, en fait, significatif ne signifie pas ample, grand. En fait, la significativité, elle mesure la confiance qu'on a dans la différence mesurée. Donc, si je reviens à mes deux histogrammes, vous voyez, donc on a ces deux histogrammes, on peut mesurer l'amplitude de la différence, par exemple, en prenant la moyenne d'un des jeux de données qui va être autour de 10, la moyenne de l'autre jeu de données qui va être autour de 7, et donc la différence sera de 3. Et ça, c'est l'amplitude de la différence, donc l'effet.
mais la p-value, elle ne mesure pas l'amplitude, elle mesure à quel point on peut avoir confiance dans cette différence de 3 qu'on vient de mesurer. D'accord? En fait, l'amplitude et la p-value, chacune des deux mesure des choses différentes. L'amplitude vous dit la force de l'effet que vous voyez, et donc cette probabilité, p-value, vous mesure la confiance qu'on peut avoir dans cet effet qui a été mesuré, parce qu'en fait, on a mesuré 3, mais peut-être que dans la réalité, si on avait fait une meilleure expérience avec plus d'effectifs, on aurait 2,5 ou 3,5. D'accord? Et peut-être même 0. Peut-être qu'en fait, il n'y aurait pas du tout de différence si jamais il n'y avait pas assez de réplicas. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut bien insister. La significativité d'une différence, ce n'est pas l'amplitude. Il y a quand même un lien entre les deux concepts. C'est-à-dire qu'en général, plus la différence sera grande, donc plus mes deux massifs de pics rouge et bleu seront éloignés, plus la probabilité sera basse, parce qu'il y a vraiment peu de risques qu'effectivement des tirages aléatoires aient fait systématiquement sortir les uns d'un côté et les autres de l'autre. Donc en général, plus la différence est grande, plus la probabilité, la p-value est basse, mais il n'y a pas une relation bijective entre les deux, il n'y a pas une équivalence. Pour une valeur de la différence, j'ai toujours une probabilité donnée, parce qu'en réalité, la probabilité, donc cette p-value, dépend non seulement de l'ampleur de la différence, mais également du nombre de réplicas, on l'a déjà dit, également de la largeur des pics. En fait, on imagine très bien que si les données sont très peu reproductibles, si mon pic de valeur rouge est très étalé et le pic de valeur bleue est très étalé, les deux vont énormément se chevaucher. Et là, le test aura du mal à nous certifier qu'il y a vraiment une différence dans les moyennes des jeux de données d'effectifs infinis. Donc, si les pics sont très étalés, on peut avoir même une très grande différence qui n'apparaîtra pas significative juste à cause de ce problème de reproductibilité à l'intérieur de chaque groupe. Donc, c'est pour ça qu'une différence peut être grande mais non significative, et réciproquement, une différence peut être petite mais significative. Dans ce cas-là, on a des jeux de données très resserrés, des espèces de pics très fins, très étroits, et donc, même si la différence entre les deux pics est faible, en fait, le test est vraiment certain qu'il y a une différence. Et donc, une différence peut tout à fait être petite mais significative. Donc voilà, il était important d'insister là-dessus parce que je vous dis, voilà, dans le grand public, on utilise souvent ce terme, il y a souvent un contresens sur le terme significatif. Et voilà, et donc je vais un peu finir sur mon introduction sur le t-test, et après on pourra passer un petit peu à des choses un peu plus proches du monde réel. D'une part, je vous ai dit que ce test calculait la probabilité donc, que les deux populations d'effectifs infinis aient la même moyenne. Pour ça, il lui faut quand même une idée de ce que c'est que cette population d'effectifs infinis, notamment la forme de cette distribution. Il faut qu'ils connaissent l'équation de cette distribution. Et donc, dans le t-test, il estime que cette distribution suit ce qu'on appelle une loi normale, qu'on appelle également la loi gaussienne. En fait, loi normale, c'est un terme, il ne faut pas prendre ça comme normal à la différence de anormal. Il y a des distributions mathématiques qui ont d'autres formes, par exemple des formes qui ne seraient pas symétriques, ça pourrait monter très vite et puis ensuite de l'autre côté descendre très lentement. Ce serait une autre distribution que la loi normale. Ce n'est pas pour autant qu'elle est anormale, qu'elle est exceptionnelle ou quoi. C'est juste normal, il faut prendre ça comme c'est un nom pour dire. Il ne faut pas y accorder tellement de sens en fait. En fait, les gens ont utilisé ce mot parce que gaussienne, c'était en l'honneur de Gauss, mais il se trouve qu'il y a le mathématicien français Laplace qui avait aussi un peu trouvé des choses similaires, et c'était pour éviter d'en vexer un plutôt que l'autre. Les gens ont dit on va essayer éviter de donner le nom gaussienne, on va l'appeler ça normal, comme ça Laplace ne sera pas vexé. Ou les fans de Laplace, parce que Laplace était déjà mort à l'époque. Bref, donc voilà, on appelle ça la loi normale ou la loi gaussienne. Donc c'est une courbe en cloche d'une équation bien déterminée. Hein. Il ne faut pas croire que tout ce qui a une forme de cloche, c'est forcément la loi gaussienne. Et donc, pour que le t-test donne une valeur crédible, il faut que nos jeux de données suivent une loi normale, parce qu'en fait, lui, il estime que c'est le cas. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avant d'utiliser un t-test. Il faut s'assurer que nos jeux de données suivent à peu près une loi normale, qu'en fait, il ne semble pas déraisonnable d'estimer que nos jeux de données aient vraiment été échantillonnés à partir d'une distribution normale. Si on avait quelque chose de très asymétrique, par exemple très peu de points à gauche et énormément de points à droite, donc un truc qui descend beaucoup plus lentement à droite, là, on a des tests statistiques également pour mesurer ça. Il ne semblerait pas que ce jeu de données suive une loi normale. Dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit d'utiliser le t-test pour ce jeu de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de vérifier avant de faire le t-test. Si jamais les données ne suivent pas une loi normale, il y a différentes manières pour s'en sortir. Déjà, il y a d'autres tests qui sont, eux, moins chatouilleux, moins susceptibles à la forme de la distribution. Donc, on peut utiliser d'autres tests pour d'autres formes de distribution. Il y a également des fois des traitements mathématiques qu'on peut faire pour en fait utiliser des données qui ont été transformées mathématiquement et qui suivent une loi normale. Également, il faut savoir qu'il existe plusieurs variantes autour du t-test. Notamment, par exemple, il y a un cas expérimental un peu spécial, c'est quand les mesures sont appariées.
Des mesures appariées, ça veut dire que déjà, il faut qu'il y ait le même effectif dans chacun des deux groupes qu'on veut comparer, ce qui n'était pas le cas dans de tout à l'heure. Je vous disais, j'avais 20 points dans le rouge et 15 dans le bleu. Là, dans les mesures appariées, il faut qu'on ait le même nombre dans les deux cas et qu'il y ait un lien, une relation particulière évidente entre chacun des points de la première série et chacun des points de la deuxième série, qui fait qu'on va apparier un point de la série rouge avec un point de la série bleue. Alors, un exemple tout à fait évident, ce serait par exemple s'il s'agit du même objet expérimental. Donc, je vous ai représenté ici un petit exemple. Alors, imaginons une expérience dans laquelle, à nouveau, on va s'intéresser à la masse corporelle, alors cette fois-ci sur des êtres humains. On essaye un traitement amaigrissant. Donc, on a inventé une pilule amaigrissante, on la donne à 10 patients et on regarde s'ils ont maigri. Donc, condition 1, c'est avant le traitement, condition 2, c'est après le traitement. Donc, on a 10 points avant, 10 points après. Et si on regarde comme ça en vrac ces 10 points et qu'on les compare à ces 10-là, le t-test nous dira qu'il ne voit pas de différence significative. Vous voyez, cette probabilité est très élevée, ce qui semble dire qu'en fait, il est tout à fait probable que ces deux séries aient été en fait échantillonnées à partir d'une unique série de valeurs d'effectifs infinis et qu'en fait, c'est juste, s'il y a une petite différence, c'est juste dû au hasard. Et ça, effectivement, ce n'est pas du tout étonnant quand on voit la variabilité à l'intérieur de chaque groupe et à quel point ces deux massifs de points se chevauchent. Évidemment, c'est normal que cette probabilité soit très élevée. En revanche, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il s'agit à chaque fois de patients individuels et que, en fait, avant le traitement, donc on avait une personne, alors mettons ça, c'est leur masse corporelle en kilogrammes, on avait une personne qui pesait 55 kilos, on en avait une qui pesait 86 kilos. Et donc, on avait une grosse variabilité déjà interne au groupe avant de faire l'expérience et que cette variabilité vient d'une certaine manière obscurcir l'éventuel effet de la pilule amaigrissante. Et que si maintenant on s'intéresse non plus à l'effet en vrac, comme ça, à comparer en vrac toute cette population à toute celle-là, si on regarde l'évolution de la masse corporelle de chacun des 10 patients, donc là je vous ai représenté avec une couleur chacun des 10 patients, donc le jaune a perdu du poids, le rouge a perdu du poids, le bleu a perdu du poids. En fait, bon, ça aussi c'est un jeu de données que j'ai fait artificiel sur ordinateur, j'ai fait en sorte que ces 10 personnes aient toutes perdu du poids. Et là, on voit que là, du coup, l'effet devient tout à fait significatif quand on apparie les données, c'est-à-dire on instruit le t-test, on dit compare cette valeur-là à celle-là, compare celle-ci à celle-là, etc. Donc la jaune avec la jaune, la rouge avec la rouge, etc. Et dans ce cas-là, le t-test va s'apercevoir que là, il y a vraiment un effet très reproductible. Chacune des 10 personnes a perdu du poids. Et donc, en appariant, donc ça, c'est quelque chose qu'on met donc dans les commandes quand on réalise sur ordinateur le test, en appariant les données, on donne au test une bien meilleure précision parce qu'on lui permet de s'affranchir de toute cette variabilité interne au groupe qui venait nous rendre un peu myopes sur l'effet du traitement. Et vous voyez, l'effet est spectaculaire parce que maintenant, le t-test nous nous certifie avec une très grande confiance, il nous certifie qu'il y a une différence entre les deux groupes. Donc, en d'autres termes, que la pilule amaigrissante a eu un effet pour faire baisser la masse corporelle de ces patients. Et là, c'est une illustration assez spectaculaire du fait que selon les choix qu'on fait en termes d'analyse, donc quelle variante du t-test j'utilise, on peut tout à fait obtenir des résultats tout à fait différents. Quand on ne faisait pas le test sous sa forme appariée, on avait un effet qui ne nous paraissait pas significatif. Maintenant, on apparie les données, il apparaît significatif. Je ne sais pas, il y a peut-être une question dans l'assistance, peut-être ? Non, c'est passionnant. Donc voilà. Il y a du suspense. C'est une illustration du fait que le choix analytique, donc le choix du test statistique qu'on va réaliser, va avoir énormément d'impact sur la réponse. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Si quelqu'un, soit de pas assez compétent, soit de suffisamment compétent, mais de mal intentionné, choisit le mauvais test, il pourra avoir un résultat qui n'est pas du tout un reflet de la réalité. Donc des variantes du t-test, il y en a d'autres. Il n'y a pas seulement l'appariement des données dont on vient de parler. Il y a aussi des cas où on va comparer plus que deux groupes. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'était comparer un groupe à un autre. On pourrait tout à fait imaginer, par exemple, une expérience où on a plusieurs traitements différents. Plusieurs traitements plus un contrôle. Et donc, dans ce cas-là, on compare tout à tout. Et donc, on a plus que deux groupes. Dans ce cas-là, le t-test en tant que tel n'est pas utilisable. Également, il y a des dispositifs expérimentaux dans lesquels les valeurs mesurées ne sont pas quelconques, ce ne sont pas des nombres réels quelconques, sont par exemple toujours des valeurs entières. Par exemple, une expérience, c'est, imaginons qu'on s'intéresse cette fois-ci à la gestation de la souris, on s'intéresse au nombre de souriceaux qui vont naître à la fin de la gestation. Et peut-être on fait un traitement à nos souris pour voir si telle ou telle pilule va augmenter ou pas le nombre de bébés qu'aura la souris. Évidemment, le nombre de souriceaux sera toujours un nombre entier. Il y a 2 souriceaux, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ça ne veut rien dire de dire que la souris aura 5,6 bébés à la naissance.
Et donc il y a des expériences comme ça où il s'agit de comptage. Et donc, le résultat sera forcément des nombres entiers. Et dans ce cas-là, ça change complètement la situation parce qu'en fait, ça a l'air de rien, hein, mais en fait, ça change complètement la situation parce que des nombres entiers, pour le coup, là, il est tout à fait possible de retrouver exactement le même avec tous les chiffres après la virgule. Je vous disais tout à l'heure, quand on pèse 2 fois la même souris, on n'aura pas tous les chiffres, une infinité de chiffres après la virgule absolument identiques. Maintenant, si on compte les souriceaux à la naissance, il est tout à fait possible qu'entre une gestation et l'autre, on ait à chaque fois 5,0000 souriceaux. En fait, donc les nombres soient tout à fait identiques. Et donc ça change aussi complètement le principe des analyses qu'on va faire et du coup, la nature des tests qu'on va réaliser et l'interprétation qu'on pourra en faire. Donc voilà, il faut le savoir, hein, évidemment, il y a énormément de dispositifs expérimentaux différents qui ont chacun leur particularité. Les données vont être appariées ou non, les valeurs peuvent être quelconques ou toujours entières, etc. Ou alors toujours positives et jamais négatives, ce genre de choses. Et donc tout ça, ça va influencer en fait la nature du test statistique qui sera la plus adaptée pour l'analyse de ces données. Et donc ça a une conséquence évidente, c'est qu'il faut toujours soigneusement évaluer la situation avant de choisir un test statistique. Puisque donc on l'a vu avec l'expérience des mesures appariées, le choix du test peut vraiment avoir un effet énorme sur les résultats. Et on peut vraiment avoir tout à fait une réponse ou son contraire selon le test qu'on a choisi à partir des mêmes données expérimentales. Et ça donne une responsabilité gigantesque à l'analyste, à la personne qui fait ce test statistique, parce que voilà, je vous disais tout à l'heure, si la personne fait une erreur non intentionnelle, eh ben elle peut se tromper sur les résultats de sa manip, ou dans un cas encore un peu plus pervers, si la personne est au courant de la situation, mais choisit volontairement le mauvais test, elle peut orienter le résultat de son expérience. Et si cette personne avait un a priori sur ce qu'elle souhaiterait que le résultat soit, eh ben, elle peut éventuellement essayer plusieurs tests statistiques jusqu'à trouver celui qui va lui donner le résultat qu'elle souhaite et nous présenter celui-là, qui ne sera pas forcément le meilleur. Et donc ça peut être des fois, les statistiques, hein, on l'a vu au début de l'exposé, normalement c'est un outil qui est au service de la science et de la vérité. Des fois les statistiques peuvent être dévoyées et même être utilisées pour donner une apparence de sérieux à un résultat qui serait faux en réalité. Et donc voilà, voilà, j'ai fini ma petite introduction sur les statistiques, donc pour présenter un peu les principes et l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et donc voilà, on va maintenant donner quelques illustrations. Alors vous allez voir, vous allez peut-être être un peu déçus parce que les exemples que j'ai tirés du monde réel sur ces histoires de Covid-19, en général, donc il y a eu des grosses erreurs, intentionnelles ou pas. Il y en a qui me semblent tellement grosses qu'elles me semblent intentionnelles en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment des escroqueries. Ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, il y a eu des vrais problèmes, mais c'est rarement aussi subtil que ce dont on vient de parler. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez peut-être être un peu déçus. Là, on est allé vraiment loin dans le détail des petits problèmes qu'il peut y avoir avec les statistiques. Vous allez voir qu'en fait, bien souvent, les problèmes sont beaucoup plus évidents que ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant moins compréhensible qu'on ait des fois laissé les gens s'exprimer et qu'on les ait laissés dire des âneries pareilles. Alors, donc je vais commencer par faire un petit rappel de l'historique. Donc, ah oui, alors le Covid-19, c'est vrai que je sais qu'en principe, il faudrait dire la Covid-19. J'avais pris l'habitude de dire le, donc de temps en temps, j'essaye de dire la, mais du coup, c'est pas très cohérent. Donc, il est probable on pourrait faire des statistiques là-dessus d'ailleurs, il est probable que je dise surtout le Covid-19, il n'est pas exclu que de temps en temps, la Covid-19 m'échappe un peu au cours de l'exposé. Donc, je vous rappelle un peu l'historique de l'épidémie, et notamment en France. Donc, c'est en janvier, il y a un peu plus d'un an, janvier 2020, que les premiers cas ont été détectés chez nous en France. Donc, l'épidémie avait commencé sans doute fin 2019, enfin, il y avait déjà des cas repérés en Chine fin 2019. C'est un peu difficile de dater exactement l'apparition de l'épidémie, parce qu'à l'époque, on ne la recherchait pas spécialement. Elle est certainement apparue en Chine. Et donc, en France, donc, le premier cas, c'était donc un touriste chinois, donc détecté en janvier 2020, et qui est décédé à Paris. C'était un homme de 80 ans. On sait maintenant en fait, que effectivement, les patients les plus âgés sont les plus à risque de mourir. Et donc, c'était cette personne-là, ce touriste chinois en France, a été la première personne à décéder, enfin, en tout cas officiellement recensée, première personne à décéder de la maladie hors d'Asie. Donc, il est mort le 14 février. Donc voilà, je vous disais en introduction, là, je tâche de sourcer toutes les informations que je vous donne. Donc voilà, quand vous aurez téléchargé le PDF de ce diaporama, vous pourrez cliquer sur voilà, ce qui est écrit en bleu comme ça, avec source ou lien, c'est les choses qui donnent accès aux sources d'informations primaires. D'accord. Voilà, donc... Et là, donc, on a assisté à quelque chose en France, c'était qu'en quelques semaines, l'opinion publique à propos de cette maladie a complètement basculé. En janvier, les gens voyaient ça avec un peu de mépris, disaient les Chinois, il y a quelques Chinois qui meurent, c'est pas grave, en gros, c'est chez eux, nous on s'en fout.
Et puis en février, donc on a un premier décès en France. Et puis en mars, et puis même rapidement après ce premier décès en France, on a eu un premier décès d'un Français en France, donc un professeur dans l'Oise qui avait été contaminé. Donc lui, il n'était pas allé en Chine. Et donc les gens, je sais pas, il y a peut-être des conceptions racistes là-dessus. Les gens sont mis à prendre conscience que les Français pouvaient mourir aussi. On ne sait pas trop, mais d'un coup, la population s'est subitement affolée. Et c'est allé très vite parce qu'évidemment, c'était une croissance exponentielle. Tant que la population ne prend pas de mesures particulières pour se protéger de l'épidémie, eh ben, le virus diffuse. Et si chaque personne contamine à peu près 3 personnes autour d'elle, ce qui semblait être à peu près le cas à cette époque-là, et ben, du coup, ça augmente exponentiellement. Et donc, toutes les semaines, à peu près, on multipliait par... je crois que tous les 15 jours, on multipliait par 10 à peu près le nombre de cas. Donc, toutes les semaines, on multipliait par à peu près 3 le nombre de cas. Donc, c'est allé très vite. Et donc, les gens ont eu l'impression un peu que ce truc-là leur tombait dessus, venu de nulle part. C'est-à-dire, en février, les gens rigolaient en disant ah, les Chinois, ils sont en train de mourir, nous, ça ne nous concerne pas. Et en mars, on bloque tout le monde à la maison. Donc, le confinement a commencé le 17 mars. Et les gens se sont dit ah, mais nous aussi, on peut mourir. Et là, la population française semble avoir été prise d'un affolement. On a assisté à énormément de comportements, même irrationnels, je pense, sous l'effet de l'affolement. En fait, les gens n'avaient pas compris qu'il n'y a rien qui nous distingue fondamentalement des Chinois. Et si les Chinois meurent de cette maladie, ben, nous aussi. Et donc, on a assisté à énormément de comportements irrationnels, tout à fait surprenants. Et c'est un peu, bon, maintenant, avec un peu de recul, on voit ça presque avec le sourire. Notamment, une des manifestations de ces comportements irrationnels, c'est que la population entière s'est prise de passion pour la biologie moléculaire. Et donc, on a entendu parler dans les journaux grand public, dans les discussions entre les amis, entre les familles, les gens se sont mis à parler de PCR, d'ARN et des choses comme ça. Enfin, bon, moi, c'est mon métier, la biologie moléculaire, donc ça m'a fait bizarre, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a fait bizarre de subitement entendre parler de PCR sur France Info. C'était le truc, ça sortait pas du labo habituellement. Et en fait, même d'ailleurs dans les différentes manifestations des comportements irrationnels, cet attrait subi pour les PCR n'est peut-être pas le plus spectaculaire. Souvenez-vous que, je crois que c'était en mars ou avril, à un moment même le cours du pétrole brut aux États-Unis a atteint des prix négatifs. Donc, en termes de comportement irrationnel, en fait, cette épidémie nous a fait basculer donc, dans un monde où même le pétrole a commencé à se négocier à des prix négatifs. Et donc, il ne faut pas s'étonner effectivement que les gens se soient comportés de façon différente de d'habitude. Et donc, les gens étaient affolés par l'épidémie qui leur tombait dessus, qui commençait à tuer beaucoup de monde et qui, en plus, perturbait profondément leur mode de vie. Les gens étaient bloqués à la maison, presque un peu emprisonnés chez eux. Donc, les gens étaient affolés. Ils se sont passionnés pour ces questions, mais, et ça, c'est un problème, et je pense que c'est un problème qui a été vraiment mis en exergue par toutes ces histoires, c'est que le grand public est peu instruit scientifiquement. En fait, en termes de culture, malheureusement, bon, la culture n'est pas forcément très partagée. Et c'est vrai que quand on parle de culture et du problème de culture dans le grand public, on nous parle souvent de culture littéraire. Vous vous souvenez certainement cette phrase malheureuse de Sarkozy il y a quelques années qui avait dit je puis s'étonner qu'on fasse lire La Princesse de Clèves, je ne sais plus, à des élèves de collège ou je ne sais plus quoi, ils trouvaient que c'était trop compliqué pour eux. Et donc il y avait plein de gens qui avaient dit mais la culture c'est important. C'est tout à fait vrai, la culture c'est important, mais la culture littéraire absolument, et la culture scientifique également. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, quand on parle de culture, on néglige un peu toujours ça. Et là c'est vrai que ça a été vraiment monstrueux, parce qu'en fait voilà, les gens étaient affolés, passionnés par la science, mais peu instruits scientifiquement. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je dis c'est un terreau fertile pour les rumeurs, parce que n'importe qui se pointe avec une blouse blanche, et ça c'était un peu l'uniforme qui donnait une espèce de crédibilité automatique, n'importe qui se pointe avec une blouse blanche et vous sort une phrase débile où apparaît le mot PCR ou apparaît le mot ARN, et les gens se sont mis à suivre ça, à le répéter en boucle, à le partager sur les réseaux sociaux. Et donc on a vu comme ça, on a vu pas mal, notamment des vidéos sur YouTube, on a vu des messages viraux partagés sur Facebook, ce genre de choses, sur Twitter, des trucs tout à fait idiots. Enfin, quand on connaît la science, c'était vraiment tout à fait idiot. Mais c'était dit par des gens qui se targuaient d'une certaine expertise, qui n'avaient souvent pas, hein, mais qui se présentaient comme des experts. Et donc le grand public les a pris pour des experts. Et donc le grand public s'est mis à partager toutes ces choses. Donc énormément de rumeurs fausses qui ont circulé à cette époque-là. Je vois, pardon, il y a peut-être des messages écrits qui sont adressés. Je ne sais pas, je voyais un petit pop-up qui est... Bon, je ne sais pas, bref. Voilà. Donc voilà, la population était vraiment mûre pour la propagation de rumeurs pseudo-scientifiques. Donc ce que j'appellerais ici des rumeurs pseudo-scientifiques. Donc c'est des rumeurs qui se donnent l'apparence de la science, mais qui n'en ont pas l'honnêteté, qui n'en ont pas la rigueur. Et qui utilisent en tout cas le vocabulaire de la science. Et puis voilà, je vous dis, des mecs donnaient leur interview en blouse blanche, et c'était une espèce d'uniforme qui disait que c'était des scientifiques, et ça donnait une espèce de crédibilité.
Alors, et donc voilà, donc dans ce qui va suivre, donc là vous allez voir, donc là j'ai toute une série de sous-chapitres qu'on va passer en revue sur des problèmes donc de mauvais usage des statistiques qui ont été mis à profit pour faire circuler des rumeurs fausses, pseudo-scientifiques sur l'épidémie. Et je serai quelquefois amené au cours de l'exposé à revisiter ces analyses. Et je vous dirais, par exemple, ça a été mal fait, voilà comment moi je ferais. Parce qu'effectivement, autant profiter de l'occasion pour aussi faire un peu de pédagogie. Et c'est vrai que si les gens ont cru ces fausses rumeurs, il est important de dire que c'est faux, mais je pense qu'il est aussi pas mal de leur dire comment en fait il aurait fallu faire. Et donc, du coup, j'ai refait pas mal des analyses statistiques que je vais critiquer ici dans ce qui va suivre. Et je vous donne ici le lien vers… Alors, GitHub, c'est une plateforme informatique qui permet de partager des scripts, des commandes informatiques. Et donc, j'ai mis là-dessus, donc c'est en accès libre, j'ai mis là-dessus tous les tests statistiques que j'aurais fait dans tout ce qui va suivre. Et donc, chaque fois, j'aurai un lien vers les commandes, enfin vers les tests statistiques que j'aurais réalisés moi, que j'estime meilleurs. Et donc voilà, GitHub, donc si vous suivez ce lien, vous allez tomber sur un truc qui ressemble à ça. Donc en fait, j'ai fait des différents chapitres, différentes rubriques qui correspondent à certains des chapitres. Ici, en fait, c'est les chapitres dans lesquels j'ai eu besoin de refaire des tests statistiques. Il n'y a pas tous les chapitres parce qu'il y en a où j'ai pas eu besoin d'en refaire. Donc vous cliquez dessus, vous trouverez donc les commandes statistiques que j'ai utilisées. Et puis des instructions sur comment les utiliser. Alors les instructions, je suis désolé, je les ai rédigées en anglais parce que c'est un peu la tradition, la culture sur GitHub, qui est un site international. Donc voilà. Mais en gros, il suffit de copier-coller les commandes. J'ai utilisé le programme de statistique qui s'appelle R. Et donc, si vous avez R installé sur votre ordinateur, vous copiez-coller ces commandes et vous devriez avoir le même résultat que moi. Alors, donc ça, c'est ce que vous verrez si vous suivez donc ce lien-là. Alors donc, commençons. Donc, un problème qui est, historiquement, pour moi, c'est quelque chose qui a en fait suscité mon intérêt pour toutes ces questions sur la Covid-19. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux travaux de ce professeur Raoult, qui a été celui qui a diffusé les premières rumeurs. C'est un problème de sélection et d'invention de données. Donc la sélection de données, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, vous avez fait votre expérience, vous avez donc fait un certain nombre de réplicas, et par exemple, votre traitement amaigrissant que vous avez donné à des patients, vous voulez voir si ça a marché ou pas, et bien la sélection de données, c'est que parmi les patients, vous allez en exclure certains, et vous allez en sélectionner d'autres. Et si, par exemple, imaginons un exemple tout à fait inventé. Imaginons que vous ayez été l'inventeur de cette pilule miracle qui fait maigrir et vous ayez un lien financier évident avec le fabricant. Par exemple, c'est vous le fabricant. Et donc, vous avez un intérêt à ce que la pilule marche parce qu'après, du coup, vous pourrez la vendre. Et donc, ça peut être tentant dans votre cohorte de patients d'éliminer ceux pour qui la pilule n'a pas marché. Donc, ceux qui ont soit pas perdu de poids, soit même qui ont gagné du poids pendant le traitement. Et donc, si vous faites ça, donc dans votre cohorte de patients, vous allez spécifiquement éliminer tous ceux qui n'ont pas perdu de poids, vous allez garder que ceux qui ont perdu du poids, et là-dessus, vous allez faire tourner le test statistique, et là, vous allez voir que la pilule amaigrissante a eu un effet extraordinaire. Mais ça, c'est de la triche. En fait, ce n'est pas quelque chose de représentatif du jeu de données, la sélection de données. Et l'invention de données, c'est un peu le symétrique de ça, c'est rajouter des données, c'est caviarder les données avec des données inventées qui ne sont pas réelles et qui vont potentiellement orienter le résultat dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, sélection et invention de données, c'est quelque chose qu'on a vu dans le premier article du labo Raoult à propos de la chloroquine, donc un article qui est sorti en mars 2020, donc je vous mets le lien ici vers cet article en texte intégral. Donc c'est un article dans lequel ils avaient pris des patients à qui ils avaient donné leur traitement. Donc en fait, ils avaient commencé à parler de chloroquine, après ils sont passés sur l'hydroxychloroquine, qui est une molécule dérivée de la chloroquine. Donc ils ont une cohorte de patients à qui ils ont donné de l'hydroxychloroquine, une autre à qui ils n'en ont pas donné. Et en plus, parmi ceux qu'ils ont traités à l'hydroxychloroquine, il y en a une sous-cohorte à qui ils ont donné en plus un antibiotique qui est fréquemment utilisé comme ça dans les affections respiratoires, qui est l'azithromycine. Donc il y a des gens traités à l'hydroxychloroquine, parmi eux des gens qui ont été traités à l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, et à côté de ça, des gens qui n'ont été traités avec aucune de ces deux drogues. Et donc, ils nous font la comparaison. Et donc, ce qu'ils font, c'est comme mesure, ce qu'ils font ici, c'est des mesures de présence du virus dans des prélèvements nasopharyngés. Donc, vous savez, ces fameux tests PCR qu'on fait donc avec un écouvillon qu'on a fichu dans le nez des patients pour voir si on détecte l'ARN du virus ou pas. Et donc, ils nous présentent ça. Et donc, voilà un petit peu schématisé le principe de leur expérience. Donc, ils avaient dans leur cohorte traitée, donc HCQ, c'est l'abréviation pour hydroxychloroquine. Donc, dans leur cohorte de patients traités, donc ils avaient 26 patients traités, tous dans leur centre à Marseille. Dans la cohorte non traitée, ils avaient 16 patients, donc non traités hydroxychloroquine. Certains, c'était chez eux à Marseille, d'autres, c'était dans d'autres centres hospitaliers, dans d'autres villes.
Et il se trouve que ils ont fait de la sélection de données. En fait, parmi leurs 26 patients traités, il y en a pour qui ça s'est mal passé. Bon, il y en a un qui a quitté l'hôpital, lui, ça s'est pas forcément mal passé. Apparemment, il en a eu marre d'être dans l'essai clinique. Il a dit j'en ai marre, je rentre chez moi. Il y en a un qui a arrêté le traitement là pour des effets secondaires assez sérieux, parce que c'est vrai que l'hydroxychloroquine peut avoir des effets secondaires vraiment très, très pénibles, notamment des nausées, des vomissements un peu à répétition. Donc celui-là a préféré, même si le traitement avait la possibilité de marcher, il a préféré l'arrêter parce que vraiment les effets secondaires lui étaient insupportables. 3 patients qui ont été envoyés en réanimation. Donc là, c'est quelque chose de très grave. Effectivement, quand on a quelqu'un en réanimation, on ne va pas s'amuser en plus à lui donner un traitement expérimental. Donc ces gens-là, ils ont arrêté le traitement à partir du moment où ils ont été envoyés en réa. Et un qui est décédé, donc évidemment, à partir du moment où il est mort, il a arrêté le traitement. Vous le voyez ici, ce sont des patients. Donc il y en a un, bon, il n'avait pas de problème particulier. Il y en a un qui avait des effets secondaires assez graves. Et il y en a 4 dont, très clairement, l'état clinique s'était vraiment sérieusement détérioré. Et ceux-là ont été exclus des données. Donc, le motif officiel présenté dans l'article, mais ce n'est pas du tout un motif valable, c'est de dire, puisqu'on n'a pas pu les traiter aussi longtemps qu'on voulait, parce qu'ils ont eu le mauvais goût d'être envoyés en réanimation ou de décéder, et du coup, on n'a pas pu les traiter autant qu'on voulait, donc on va considérer qu'on ne les a pas traités, et donc, du coup, on les exclut des statistiques. Mais ça, c'est malhonnête, parce qu'en fait, ils avaient été traités, et c'est juste qu'en cours de traitement, leur état s'est aggravé. Et donc, du coup, il ne fallait pas les exclure des statistiques. Le fait est que parmi les 16 patients non traités, il n'y a eu aucun cas grave comme ça. En fait, aucun envoi en réanimation, aucun décès. Et donc là, il n'y avait pas de données à exclure. Et donc, en fait, si on réinclut ces données-là dans la cohorte initiale, on s'aperçoit que finalement, l'effet de l'hydroxychloroquine semble plutôt néfaste qu'autre chose. C'est même pas sûr qu'il soit néfaste, parce que ici, les effectifs sont tellement petits qu'il est tout à fait probable que cet effet ne soit pas significatif. Vous vous souvenez de ce que je vous disais en introduction, que pour qu'un effet soit significatif, il faut d'une part qu'il y ait une différence, mais d'autre part, que les effectifs soient suffisamment grands pour que le test ait une assez bonne vision de ce que sont les populations idéales d'effectifs infinis. Et là, on en est quand même loin, parce que 26 contre 16, ça pèse quand même pas bien lourd. Donc le truc, c'est que voilà, donc on avait donc au départ, ils avaient 26 patients traités, 16 patients non traités. Dans les statistiques qu'ils font, en fait, ils comparent 20 à 16, parce qu'ils en ont exclu 6. Et il se trouve que parmi les 20 patients traités à l'hydroxychloroquine, il y en avait 6 qui avaient aussi reçu cet autre traitement, l'azithromycine, donc un antibiotique. Parce que voilà, en fait, ça c'est quelque chose qui était donné, mais c'est pas eux qui ont inventé, c'est-à-dire depuis le début de l'épidémie, déjà en janvier. Les gens s'étaient aperçus que sur cette infection virale, des fois, il y avait des patients qui faisaient des surinfections bactériennes. Et contre les bactéries, on peut donner des antibiotiques. L'antibiotique, en général, n'a pas d'effet sur le virus lui-même, mais il va tuer les bactéries. Et donc, il y a des patients pour qui c'était utile de donner un antibiotique parce que ça permettait au moins de calmer cette surinfection bactérienne. Et donc, c'était le cas pour 6 patients ici parmi les 20. Et donc, ces gens-là ont reçu hydroxychloroquine plus azithromycine. Sur ceux qui ont été exclus des statistiques, on ne nous donne pas d'informations sur s'ils avaient reçu l'azithromycine ou pas. Et les 16 patients non traités d'hydroxychloroquine, aucun d'entre eux n'avait reçu l'azithromycine. Et il se trouve que parmi ces 6 patients, donc ça fait très peu, 6 patients qui avaient reçu hydroxychloroquine plus azithromycine, eh bien chacun des 6, donc son titre viral détecté par la PCR a été rapidement... pardon, je vois qu'il y a des messages qui s'affichent. Ah, voilà. Voilà, ok. Oui, j'approuve effectivement tous les commentaires qui sont faits. Je ne sais pas s'ils apparaîtront dans la vidéo, mais effectivement, j'approuve tout à fait. Et donc, du coup, sur les 6 patients qui ont reçu hydroxychloroquine plus azithromycine, eh bien, chacun des 6, ça s'est fini assez bien. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, le virus n'était plus détecté par PCR dans leur prélèvement nasopharyngé. Et donc, les auteurs ont conclu, regardez, notre traitement avec hydroxychloroquine plus azithromycine est très efficace pour faire disparaître le virus dans les prélèvements nasopharyngés, parce qu'il y avait toujours encore quelques patients qui avaient encore des PCR positifs dans les autres cohortes, ceux qui étaient traités seulement à l'hydroxychloroquine et ceux qui étaient traités avec aucun des deux. En fait, les effectifs étaient tellement petits qu'il y a peu de chances que ce soit significatif, et vous allez voir après qu'effectivement, ça ne l'est pas. Mais voilà, les auteurs ont dit, voilà, nos 6 patients qui ont reçu les 2 traitements, eux, ça c'est très bien fini. Donc notre bithérapie parce qu'il y a 2 traitements, azithromycine et hydroxychloroquine, notre bithérapie est super efficace contre ce virus. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire tout un battage médiatique en expliquant qu'il y aurait bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies, le truc était super efficace. Et ils ont commencé à traiter en masse des cohortes énormes de patients qui sont en fait des volontaires, des gens qui venaient d'eux-mêmes dans leur institut pour se faire diagnostiquer et en cas de positivité de se faire prescrire ce fameux traitement. Alors, attendez que je... Hop, voilà. Donc voilà, évidemment ici il y a une vraie fraude scientifique, c'est de la sélection de données, puisqu'en fait il ne fallait pas exclure les patients traités dont l'état s'était aggravé. Et là je vous disais tout à l'heure, il y a sans doute des choses qui sont en fait dans toutes ces fausses rumeurs, il y a sans doute eu des fois des vraies erreurs non intentionnelles, des choses où on ne peut pas soupçonner les gens d'avoir fait exprès.
là, pour le coup, je pense qu'ils ont fait exprès. Enfin, je veux dire, on ne peut pas éliminer, je ne sais pas si c'était dans un tableau Excel, il y a quelqu'un qui est vraiment allé effacer les 6 lignes dans le tableau Excel. Enfin, ça, ce n'est pas un truc qu'on fait par hasard, quoi. Enfin, je ne sais pas, à moins que les gens soient somnambules et qu'ils le fassent pendant la nuit sans s'en rendre compte. Voilà, donc là, il y a clairement une intention, là, il y a vraiment une action délibérée. C'est pour ça que là, ça, je qualifierais ça plus d'escroquerie plutôt que d'erreur. Et il y a plusieurs autres choses en plus. Il y a notamment des vraies erreurs. Et là on peut soupçonner qu'effectivement, il s'agit juste d'une incompétence technique. Là, je vous montre ici un extrait de la table supplémentaire de ce fameux article. Ce que vous avez représenté ici, donc en colonne, ce sont les jours. Donc le jour D pour day en anglais. Donc le jour 0 du traitement, en fait, c'est quand les gens sont diagnostiqués, ils commencent le traitement, ils n'ont pas encore pris de médicaments. Et puis jour 1, jour 2, etc. Ils nous montrent les données jusqu'au jour 6. Donc ça, ce sont les colonnes. Et les lignes, ce sont des patients. Donc en fait, qui sont anonymisés, bien entendu, hein, on respecte le secret médical. Donc on nous représente les patients sous forme de codes, des codes chiffrés. Et ce qui représentait donc les valeurs qui sont indiquées dans les cases du tableau, c'est les résultats de la fameuse PCR, donc pour détecter le virus dans le prélèvement nasopharyngé. Alors, le truc est un petit peu hétérogène parce qu'en fait, la PCR, qui se dit quantitative, qui l'est très peu en fait, mais donc le test qu'ils ont fait, donc une PCR quantitative, vous donne un nombre, et plus ce nombre est élevé, moins il y a d'ARN dans l'échantillon. Donc c'est un peu contre-intuitif. Et donc plus ce nombre est élevé, moins il y a d'ARN. Et donc au bout d'un moment, quand ce nombre est tellement grand, on considère que juste il n'y a plus d'ARN. Et eux, sur des critères qui semblent arbitraires, hein, ils ne justifient pas du tout, ils expliquent qu'à partir de la valeur 35, ils considèrent que le test est négatif. Donc en fait, vous avez des nombres ici écrits en tout chiffres, et vous avez des valeurs, c'est représenté par neg. Neg, ça veut dire en fait le nombre était supérieur ou égal à 35. Et vous avez aussi, ça c'est un peu curieux, des nombres qu'ils ont juste remplacés par pos pour positif. Apparemment, c'est que comme ça a été fait dans différents hôpitaux, il semble que tous leurs hôpitaux n'aient pas eu la même procédure d'annotation. Et donc, il y a certains hôpitaux dont le résultat se représente comme ça sur positif ou négatif, plutôt qu'un nombre ou négatif. Donc voilà, pos, ça veut dire une valeur inférieure ou égale à 35. Bon, les valeurs, des fois, sinon, elles sont indiquées littéralement. Et puis négatif, ça veut dire supérieur ou égal à 35. Et ND, ça veut dire non déterminé. Ça, ce sont des mesures qui n'ont pas été faites. Donc ce patient-là, donc cette ligne-là, ce patient-là, donc il avait été diagnostiqué positif au jour 0. On ne s'est pas fatigué à lui faire un test PCR le jour 1, donc on ne sait pas pour lui le jour 1. Le jour 2, on a refait un test et là, il était repositif, ensuite non déterminé, etc. Donc ND, c'est non déterminé. Ce qui est vraiment inquiétant dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs exemples de patients, et là, je crois que j'ai juste mis un extrait de la table, en plus, je crois qu'il y en a davantage, des patients qui, un certain jour, sortent donc positifs en PCR, négatifs le lendemain, repositifs le surlendemain. Et ça semble difficilement compréhensible. Enfin, le patient, il est malade ou il ne l'est pas. Et d'un jour à l'autre, soit il guérit et du coup, il reste négatif après, mais il ne va pas guérir et puis se recontaminer. S'il se recontaminait, de toute façon, ça reprendrait plusieurs jours à redevenir positif. Donc en réalité, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est des erreurs expérimentales, c'est du bruit expérimental, des imprécisions. Et effectivement, puisqu'ils avaient mis leur seuil à 35, quand on a une valeur qui sort à 34, ils ont considéré que c'était positif, mais en fait, visiblement, on est un peu borderline, on est un peu à la limite. Et donc, d'un jour à l'autre, il oscille un peu aléatoirement entre des valeurs qui qualifient de positives et des valeurs qui qualifient de négatives. Des fois, c'est plus grave que ça, parce qu'ici, vous avez cette valeur 27, le lendemain négatif, le lendemain 26. Et là, pour le coup, ça fait des vraies différences. Et on en a comme ça toute une ribambelle de patients pour lesquels leur statut dans ces jours-là n'est pas spécialement clairement défini. Et ça veut juste dire qu'ils ont mal fait leur PCR. Et c'est pas... Enfin, ils s'y sont pris comme des manches, bon, c'est quelque chose, mais ce n'est pas non plus tout à fait surprenant parce que la QPCR, c'est effectivement une méthode qui est vraiment très, très sensible. Et ce n'est pas rare d'avoir ce genre de problème. Ça ne m'étonne pas. Hein. Je l'ai souvent vu dans ma carrière, des problèmes de faux positifs comme ça dans des PCR, voire de faux négatifs, ça arrive aussi. Et donc, ce n'est pas étonnant d'avoir ça. Simplement, le problème, c'est qu'il faut le contrôler, il faut s'assurer que le test est bien fait. Et quand on a ce genre de soupçon, il faut pas conclure. En fait, il faut juste refaire mieux. Et là, en fait, en fait, ils mentionnent, dans l'article, ils ne mentionnent même pas qu'il y a un problème. Ils n'ont même pas l'air d'avoir compris qu'il y avait un problème. Un autre truc un petit peu qui est un petit peu, même beaucoup, qui est gênant, c'est que donc je vous disais, il y a beaucoup de valeurs. Voilà, donc les erreurs de mesure, ça c'est classique en QPCR, mais bon, voilà, c'est une erreur quand même. Un autre problème, c'est que je vous disais, il y a beaucoup de valeurs non déterminées que j'ai représentées ici en vert. Et ça les a gênés pour leurs tests statistiques, parce qu'effectivement, quand elles sont non déterminées, on ne peut pas les compter. Donc dans le test statistique, elles sont automatiquement exclues. Et du coup, ça baisse énormément les effectifs. Et du coup, les trucs, plus rien ne sort de significatif en fait dans ces tests statistiques. Et donc, ils ont dû vouloir rendre ces valeurs, leur donner une valeur alors qu'elles étaient non déterminées. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait de l'invention de données. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand il y avait une valeur non déterminée, ils ont pris la valeur d'un jour voisin. Donc, ils ont considéré que
par exemple, celui-là qui était non déterminé ce jour-là, comme il était positif avant, en plus il était aussi positif après, bon, on va dire que bon, il devait être positif ce jour-là. Il y en a d'autres où c'est beaucoup moins clair, parce que par exemple, ici, là, il était non déterminé, le lendemain, il était aussi non déterminé, mais comme avant, il avait été positif, il décrète que celui-là est positif, en fait, ces 2 jours-là. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, on vient de voir que leur PCR était mal faite, et que en fait, les résultats sont assez erratiques, et donc, ils ont inventé des données pour y mettre quelque chose qui est en fait qui est pas fiable à la place. Et donc il n'aurait pas fallu en fait rajouter ces données extrapolées à partir des jours précédents suivants. En fait, ces données sont déterminées, elles doivent rester non déterminées. Et on va certainement pas y mettre à la place des choses qui sont en plus déjà pas fiables au départ. De toute façon, de toute manière, même si les PCR avaient été fiables, il ne faut pas inventer des données, donc il ne faut pas rajouter des trucs. On ne peut pas présumer que les valeurs seront identiques à celles de la veille ou du lendemain, parce qu'en fait, elles ne le sont pas toujours. Et donc voilà, cet article avait des vrais gros problèmes, et en fait, il y en a encore d'autres encore plus gros, et on en parlera dans la suite de l'exposé. Et c'est un vrai souci, parce que c'est de cet article donc, qui était sorti en ligne le 20 mars, c'est de là qu'est parti tout ce battage médiatique qu'il y a eu autour de ce fameux traitement à l'hydroxychloroquine, donc ce que les gens ont qualifié de protocole du professeur Raoult, qui était donc censé guérir la maladie. En fait, on voit bien qu'en fait, ils n'avaient rien démontré, et non seulement ils n'avaient rien démontré, ils avaient même intentionnellement fraudé pour faire croire que leurs données montraient quelque chose. Et là, on a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées dans les médias ou alors sur les réseaux sociaux, sur Internet, hein, pas spécialement invités. Donc des gens qui se sont présentés comme des experts, souvent des experts un peu improvisés, pour dire, alors c'est vrai parce qu'on était quelques-uns, nous, des scientifiques, à avoir pris la parole publiquement pour dire, attention, là, ils ont fait n'importe quoi, non, ne concluez pas à partir de cet article. Et là, il y a pas mal de gens qui nous sont tombés sur le coin de la figure en disant « Oh, fermez vos gueules, les intellos, on est pressés, il y a des gens qui meurent, laissez-les, eux, ils soignent des gens, vous ne faites rien, vous êtes dans vos labos poussiéreux, foutez-nous la paix, ils sont en train de soigner des gens, donc arrêtez de critiquer. » Et donc, on nous disait vous êtes en train de critiquer la méthodologie, alors qu'en fait, on s'en fout de la méthodologie, là, il y a urgence, c'est la guerre. » Bon, le président Macron avait dit que c'était la guerre, c'était une expression très, 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 très malheureuse, mais du coup, les gens sont mis à utiliser ça pour justifier tout et n'importe quoi. En réalité, c'était beaucoup plus qu'une simple question de méthodologie des experts qui sont en train de couper les cheveux en 4. Là, il s'agissait véritablement de mensonges délibérés pour faire croire quelque chose à la population. Et dans une situation de pandémie, on faisait croire qu'il existait un traitement efficace, alors que non. Alors que non, les données ne le montraient pas du tout. En fait, même si on analysait sérieusement les données, bon, d'une part, il n'y avait rien de significatif. Et même si on voulait vraiment faire preuve d'esprit de précaution, on se rendait compte que même les cas graves, ils étaient systématiquement dans les cohortes traitées. Dans la cohorte traitée. Donc, ça dépassait largement la querelle d'experts qui se chicanent à propos de problèmes de méthodologie. En fait, c'était un vrai problème d'empoisonneurs. On avait des gens qui mentaient pour filer un truc qui était en plus potentiellement dangereux. Et ça aussi, on en reparlera un peu par la suite du danger de ce traitement, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de mensonges qui ont été racontés là-dessus. On avait vraiment des gens qui étaient en train d'empoisonner intentionnellement la population en leur racontant des mensonges délibérés. Donc voilà, cet article est vraiment désastreux à plus d'un titre, d'un point de vue de l'honnêteté scientifique, mais aussi d'un point de vue des conséquences sociales qu'il a pu avoir, sociétales. Un autre problème qui apparaît dans cet article et qui illustre un problème assez courant aussi dans l'usage des statistiques par les scientifiques et aussi des fois par des gens de tout à fait bonne foi, juste c'est une erreur non intentionnelle, c'est ce qu'on appelle le test d'hypothèse multiple. Alors, je vais peut-être déjà, avant de vous présenter le cas réel, je vais vous expliquer un peu le principe de cette histoire-là. C'est que, on l'a vu depuis le début, hein, le test statistique vous donne une p-value, donc une probabilité que les effectifs soient échantillonnés à partir d'effectifs infinis qui sont en fait les mêmes. Et donc, il vous donne une probabilité. Et cette probabilité peut être, par exemple, imaginons, il vous dit probabilité égale 0,01. On peut se dire 0,01, c'est peu, 1%. Donc, on peut dire que c'est suffisamment faible pour qu'on considère que l'effet est significatif et qu'on accepte de se tromper avec une probabilité aussi faible. Ça signifie quand même que 1% du temps, on va se tromper. Si on considère que notre seuil de significativité, c'est une probabilité de 0,01, ça veut dire qu'il y aura des jeux de données qui sont tout à fait issus des mêmes données initiales, il n'y avait pas de différence, et par le hasard des échantillonnages aléatoires, et du coup, ils sont sortis un peu différents, et la probabilité est apparue à 0,01. Ça arrivera 1% du temps à partir de jeux de données qui n'avaient pas de réelle différence au départ. Et donc, 1% du temps, on va se tromper. On aura des faux positifs 1% du temps si on utilise comme seuil de significativité une P de 0,01. Si on utilise une P de 0,05, ça veut dire que 5% du temps, on se trompera. C'est le principe. Le problème, c'est que si maintenant on fait ce test, on dit « je vais peut-être me tromper une fois sur 100 ». Bon, je le fais une fois, ça va, il y a peu de risque que je me trompe. Maintenant, je fais un autre test, j'en fais encore un, etc. Si on fait 100 tests,
Eh bien, et si on a un seuil de significativité à 0,01, en fait, dans cet article, ils utilisaient 0,05, qui est effectivement couramment utilisé. On va utiliser, pour mon exemple, on va utiliser 0,05. Si on utilise ce seuil, ça veut dire qu'on accepte de se tromper 5% du temps. Maintenant, si on fait 100 tests, on teste 100 hypothèses, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait 5 qui soient des faux positifs, qui nous donnent un résultat qui est significatif, mais qui soit en fait juste dû au hasard, au hasard du petit test. Si on avait refait exactement la même expérience, celui-là serait sorti non significatif. Ça, c'est un problème à partir du moment où on teste des hypothèses multiples. Inévitablement, plus on teste, plus on prend le risque de tomber sur un faux positif. Et donc, il y a différents moyens après de contrôler ça, de mesurer un peu le risque qu'on prend et puis de compenser un peu ce risque. Et le premier moyen, c'est déjà d'éviter de faire des tests multiples. C'est quand même la meilleure des précautions. Et notamment, il y a souvent des tests statistiques qui permettent, comme ça, de tester l'effet global d'une condition avant de tester chaque instance de cette condition. Et vous allez voir, là, j'utilise peut-être des termes qui sont un peu abstraits, mais vous allez voir, on va illustrer ça tout de suite. Donc voilà, on va illustrer ça avec les données à nouveau de cet article du Labo Raoult qui est sorti en ligne donc le 20 mars, donc toujours le même article. Il se trouve évidemment que c'était des expériences un peu spéciales, c'était des expériences sur des patients humains. Et évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec des patients humains. C'est contrôlé, on ne laisse pas les scientifiques ou les médecins faire n'importe quoi avec eux. Donc du coup, pour avoir l'autorisation de faire des expériences sur les humains, il faut la demander l'autorisation d'écrire précisément ce qu'on va faire. Et donc, il y a des instances de régulation qui sont un peu raisonnables et qui disent non, là, vous êtes en train de faire courir des risques idiots et inutiles à des gens, ou alors là, oui, donc c'est bon, vous pouvez le faire, c'est pas trop risqué, ce serait utile de le faire. Donc voilà, il faut l'autorisation avant de faire des expériences sur les humains. Et donc, bon, le Labo Raoult ne fait pas d'exception, et donc du coup, ils avaient demandé une autorisation. Pour ça, ils avaient dû décrire a priori quel serait leur essai clinique. Et donc là, je vous ai mis donc la source. En fait, tout ça, c'est des informations publiques, hein. Il y a des sites web qui recensent tout ça. Et donc voilà exactement donc un extrait de la description par le Labo Raoult de l'essai clinique qu'ils prévoyaient de faire. Donc c'était avant de publier leur article. Et donc ils vous disent, alors c'est en anglais, hein, ils vous disent donc primary endpoints, c'est-à-dire quelle sera la mesure, la façon pour nous d'évaluer l'efficacité du traitement. Et donc ce sera le résultat d'une détection du virus SARS-CoV-2. En fait, c'était pas une Là, c'est une simplification. En fait, ce n'est pas le virus qu'ils ont détecté, c'est l'ARN du virus par la RT-PCR. Aussi, dans la description de l'essai clinique, on leur demande de dire à quel moment après le traitement ou au cours du traitement, ils vont faire ces mesures. Et donc là, ils nous disent, nous, on prévoit de faire les mesures après 1 jour, 4 jours, 7 jours et 14 jours de traitement avec notre fameux traitement. Et aussi, d'autres choses qu'on va mesurer, c'est tous ces paramètres cliniques. On va regarder s'il arrive toutes sortes de choses à nos patients en termes de score clinique, et on va aussi mesurer ça au jour 1, jour 4, jour 7, jour 14, et aussi on va mesurer combien de temps il faut aux gens avant d'être libérés de l'hôpital et de pouvoir rentrer chez eux. Donc ça, c'est ce qu'ils prévoyaient de faire, c'est ce qu'ils avaient décrit, et sauf qu'en fait, dans la réalité, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, je vous remontre le truc, ce qu'ils nous montrent dans l'article, en fait, c'est des mesures qui font du jour 1 au jour 6, et ils s'arrêtent au jour 6. Et ils nous testent, après ils nous font leur test sur chacun de ces 6 jours-là, donc ils font jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'au départ, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils feraient que le jour 1, le jour 4, le jour 7 et le jour 14. Bien entendu, le jour 7 et le jour 14, ils n'avaient pas ces données au moment du jour 6, mais ils attendaient un jour de plus, ils avaient le jour 7, et ils attendaient 8 jours de plus, ils avaient le jour 14. Et d'ailleurs, comme tout ça, ça date du mois de mars, en fait, les résultats, ils les ont depuis longtemps. Simplement, ils les ont jamais montrés. En fait, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dissimulation de données. C'est-à-dire que, en fait, on a des gens qui avaient prévu de faire une mesure, qui l'ont certainement fait, et d'ailleurs, pour ces jours 1 et jour 4, ils l'ont fait, et le résultat ne devait pas leur convenir, et donc ils ont rajouté a posteriori d'autres tests. Ils ont dit, on va aussi rajouter le jour 6, parce qu'en fait, le jour 6, c'était celui qui leur donnait des résultats qui leur convenaient, c'est-à-dire qui montrait que leur traitement avait des effets. En fait, quand on prend ce qu'ils avaient prévu initialement, alors jour 7 et jour 14, je n'ai pas pu tester, parce qu'évidemment, ils ne nous donnent pas les données, mais donc jour 1 et jour 4 qu'ils avaient prévu de faire, qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient, et en fait, quand on fait le test correctement, on trouve des probabilités, donc probabilité égale 1 ici, probabilité égale 0,15, donc des probabilités très élevées. Donc en fait, ça veut dire que la différence n'est pas significative. Donc en fait, dans les mesures qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient, ils ne voient pas d'effet significatif, et du coup, ils se sont mis à rajouter d'autres mesures, et donc ils ont décidé de faire le jour 6. Et en fait, avec un test statistique qui est là aussi mal choisi, ils voient un effet significatif au jour 6. En fait, vous allez voir plus tard dans l'exposé que même à jour 6, en fait, il n'y avait rien de spécial. Bref, voilà, donc là je vous mets un lien vers le code source de ce que j'ai fait moi pour vraiment faire ça tel que moi je l'aurais fait, ce qui me semble correct. Et donc voilà, le problème là, ici, c'est un problème de test d'hypothèse multiple, c'est-à-dire à force de multiplier les trucs, donc jour 1, jour 4, ça ne marche pas, on va essayer le jour 2, jour 3, jour 5, jour 6, etc. On multiplie les risques, et en l'occurrence de leur
point de vue, c'était peut-être pas des risques, c'était plutôt des chances d'observer un faux positif et de voir quelque chose qui en fait n'avait pas lieu, mais c'est juste parce qu'on tombe dans les 5% d'erreur si on a utilisé un seuil de significativité à 5%. Et donc là, je vous mets un lien, pareil, je suis désolé, c'est un truc en anglais, c'est une petite BD humoristique sur un site web, enfin c'est très, très amusant, c'est le site web qui s'appelle XKCD, c'est un gars un peu, c'est aux États-Unis, c'est un petit jeune qui fait ça, c'est vraiment systématiquement très marrant et souvent très profond. C'est le gars a énormément de culture scientifique. Voilà, là, on n'a pas trop le temps, mais voilà, si vous voulez lire là, vous voulez lire cet exemple sur une illustration de ce que c'est que ce problème. En fait, on fait plein de tests, il y en a plein qui sortent négatifs, il y en a un qui sort positif, et après, on fait toute la communication sur juste ce truc positif, et tous les médias reprennent en boucle le truc positif en oubliant tous les autres. Et en fait, quand on a 5% d'erreur, eh ben, ça veut dire qu'il suffit de sélectionner les bons 5% et il n'y aura que ça dans les médias, donc on donnera au public l'impression que ça marche à chaque fois, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on a souvent en statistique, qui est des fois dû juste vraiment à des erreurs non intentionnelles, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément au courant de ce problème de tests d'hypothèses multiples et qui font de toute bonne foi plein de tests à plein de trucs. Ils avaient prévu à l'avance de les faire, ils en font plein, mais en fait déjà, rien que ça, c'était un problème en fait. Je vous montrerai, voilà, donc là je vous mets le lien, en fait ça c'est un lien qui pointe vers une diapo que j'ai plus tard dans le diaporama, donc on y reviendra à ce moment-là, comment moi j'aurais fait, en fait j'aurais pas fait des tests multiples comme ça, donc on y reviendra, ce sera en fin d'exposé. Alors, parlons maintenant, ah oui quand même, c'est pas tout à fait fini cette histoire sur cet article de mars 2020, parce que donc, il y a eu énormément, on a vu les conséquences que ça a eu après dans les débats dans la société. Même Donald Trump s'est mis à raconter qu'il fallait prendre la chloroquine, s'est mis à raconter qu'il en prenait lui-même à la suite de cet article. Enfin, ça a eu des conséquences qu'on aurait été très loin d'imaginer à l'époque. Donc, cet article a eu énormément de répercussions dans la société. Et en fait, en janvier 2021, donc tout récemment, les auteurs donc, du labo Raoult ont publié un correctif. En fait, un correctif en 2 fois. C'est des lettres à l'éditeur du journal où leur truc avait été publié. Et donc là, je vous mets la source de cette information. Vous avez un lien aussi vers le correctif lui-même. Et là, surprise, en fait, on nous annonce que on nous refait les statistiques. Et là, on nous montre des effectifs tout à fait différents. Dans l'article tel qu'il avait été publié en mars dernier, en mars 2020, il y avait 26 patients traités, dont 6 avaient été exclus pour de mauvaises raisons, et 16 patients non traités. Et donc, ça faisait un total de 42. Là, il reste sur 42, mais en fait, maintenant, il y a 24 patients traités et 18 non traités. En fait, il y a 2 patients qui, en 2020, nous avaient été présentés comme traités, qui en fait, semblaient être non traités, qui avaient été basculés dans l'autre cohorte. Maintenant, on nous dit qu'il y en a parmi les 24 traités à l'hydroxychloroquine, il y en a 16 qui ont aussi reçu l'azithromycine, et 16 qui n'ont pas reçu l'azithromycine, et 8 qui l'ont reçu, alors que l'an dernier, c'était 6 qui l'avaient reçu. Donc, il y a eu visiblement des transferts comme ça, des vases communicants entre les cohortes. Alors ça peut être effectivement des erreurs de bonne foi, mais enfin, normalement, on se relie un peu avant de publier un truc, quoi. Et puis aussi, on nous annonce, il y avait un autre décès, en fait. On nous disait qu'il y avait un décès dans les patients traités d'hydroxychloroquine. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y en a 2. Et on nous annonçait 3 transferts en réanimation. On nous annonce maintenant qu'il y en a 4. Et il n'y avait pas de transfert en réanimation dans les non traités. Maintenant, il y en a 1. Et donc visiblement, non seulement il y a eu un peu des transferts d'une cohorte à l'autre, et il y a eu même des données qui ont été cachées en termes d'aggravation des cas. Bon, il y a aussi ce truc-là. Donc 8 traités à l'azithromycine au lieu de 6. Et un décès qui a été maquillé. Enfin, on peut dire qu'il y a eu une erreur, effectivement, on peut se tromper sur les chiffres, mais quand même oublier un décès. Enfin, on a une personne qui est morte ou elle est vivante. Enfin, c'est quand même bizarre. Surtout que cette personne-là, vu que le total 42 était déjà le bon dans le papier de l'an dernier, c'est-à-dire que cette personne-là, il a compté dans leurs statistiques. Donc, il avait bien se rendre compte qu'elle était morte, quoi. Et donc, ce qu'on nous avait caché, c'était ce 2e décès. Donc là, à mon avis, ça me semble difficile que ce soit une erreur de bonne foi. Enfin, je pense que c'est intentionnel pour le coup. Et en plus, donc, il y a ce décès supplémentaire, il apparaît dans la cohorte qui avait été traitée avec cette fameuse bithérapie, azithromycine en plus de l'hydroxychloroquine. Alors qu'on nous avait toujours dit que non, c'était un traitement qui avait des effets spectaculaires, qu'en quelques jours, tout le monde était guéri. Il y en a un qui est guéri, en fait, il est envoyé au cimetière, et il y en a 2 qui ont été envoyés en réanimation. Donc, et ça le correctif a été publié là en janvier. Personne n'en a parlé. Alors, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a eu un peu de bruit dans les médias où il y a eu la rumeur qui a circulé que le labo Raoult reconnaissait son erreur, il reconnaissait qu'il avait fait n'importe quoi en publiant ce correctif. En fait, non, le correctif, en fait, insiste sur leurs erreurs. Ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Bon, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas ne pas reconnaître. Ils disent, effectivement, on n'a pas fait de tests
n'a pas regardé les scores cliniques, on a juste regardé les PCR dans le nez des patients. En fait, ce serait intéressant aussi de regarder ce qu'il advient en termes de scores cliniques. Donc ça, ils le reconnaissent, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais après, ils maintiennent leurs affirmations d'il y a un an qui étaient fausses et qui le sont toujours et qui le sont même encore plus. Et surtout, ils nous disent surtout pas qu'il y avait ces grosses bidouilles là dans les cohortes, qu'ils avaient maquillé un décès. Et dans les différents commentateurs qu'on a eu dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., j'ai vu personne qui relevait le problème, alors que ça me semble quand même assez grave. En fait, les données étaient encore plus bidonnées que ce que j'avais cru. Et déjà, ça m'avait déjà choqué il y a un an et j'avais fait des vidéos sur YouTube et c'est pour ça que j'avais pris la parole un peu publiquement. Mais en fait, c'est encore plus grave que ce que j'avais vu. Parce que là, ça, c'était des choses qui n'étaient pas visibles l'an dernier. En fait, c'était juste, même les données qu'ils avaient publiées elles-mêmes étaient fausses. Pas seulement l'interprétation, mais même les données. Voilà. Donc voilà, ça, c'est pour ce fameux article de mars 2020 qui a lancé toute la moussaka qu'il y a eu derrière. On va parler un peu des histoires suivantes parce que, alors voilà, je vous disais, cet exposé va peut-être vous faire un peu sourire parce qu'effectivement, il y a des trucs vraiment, c'est tellement gros que ça fait sourire, mais ça va peut-être aussi vous rendre mal à l'aise. Et là, on arrive sur un exemple, moi, qui me met un peu mal à l'aise. C'est ce qu'on appelle la publication de données non finalisées. C'est-à-dire que, vous vous souvenez peut-être aussi à l'historique de cette histoire. Le 9 avril, le président Macron avait pris le train, ou je ne sais pas, peut-être pas le train, enfin, bref, il était allé à l'IHU de Marseille, il était allé rendre visite à ce fameux professeur Raoult qui faisait tant parler de lui. Il lui avait serré la main, ils avaient posé tous les deux dans le labo. Et le labo Raoult, c'était un samedi, le labo Raoult avait fait des annonces dans les médias, ils avaient mis en ligne un petit communiqué sur leur site web pour dire « On vient de présenter au président un super truc qu'on a, on a fait une super cohorte sur 1 millier de patients qu'on a traités avec notre fameux traitement bithérapie, puisque ils estimaient avoir démontré l'effet bénéfique du truc. On a traité 1 millier de patients avec ça. On a un taux de létalité de 0,47%. 0,47% des patients qui sont morts. C'est très peu. Donc, en fait, il y avait, je crois, 1061 patients. Et il y en avait 5 qui étaient morts. 0,47%, c'est vraiment un taux de létalité très bas. Donc, c'est super, notre traitement marche. Et ils avaient énormément communiqué là-dessus. Et donc, comme c'était en plus pendant la visite présidentielle, tous les médias avaient tous raconté ça. Et là, je vous mets un lien vers un des nombreux articles qui en parlaient, mais vraiment, il y en a eu beaucoup. Le truc, c'est que l'article scientifique qui décrivait ça, parce qu'à l'époque, c'était juste un vague communiqué, c'était un bout de texte sur un site web, c'était pas un article scientifique, c'est un bout de texte, il y avait même pas il y avait un petit tableau de chiffres, mais il n'y avait pas les données exactes, il n'y avait pas d'analyse, etc. Donc, le 5 mai, donc à peu près un mois après, on voit sortir l'article scientifique lui-même. Là aussi, je vous mets le lien. Et là, dans le texte de l'article, on lit qu'il y a 0,75% de létalité. En fait, il y avait 8 morts. Donc, on était passé de 5 à 8. C'est qu'en fait, dans l'intervalle, il y avait des gens qui avaient continué à mourir. C'est qu'en fait, cette cohorte de 1061 patients, on leur donne l'hydroxychloroquine et tout de suite après, on dit, regardez, ils ne sont pas encore morts. Enfin, ils ne sont pas morts. Mais en fait, ils n'étaient pas encore morts. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est un truc, moi, ça me met mal à l'aise parce que c'est un mépris de la dignité humaine. C'est-à-dire, on se dépêche de publier les trucs avant que les gens meurent. Encore plus cynique, c'est que donc l'article nous dit ça, 0,75% de létalité. En fait, c'est ça dans tout l'article, dans les tableaux, dans les figures et tout le bazar. Et tout à la fin de l'article, vous avez une note de bas de page qui vous dit « Ah, au fait, là, pendant qu'on écrit l'article, il y en a encore, 2 de plus qui viennent de mourir. Donc, on est à 0,9% de létalité. » Et ça, ils nous le disent dans une note de bas de page, mais en fait, l'honnêteté voudrait qu'ils refassent toutes leurs figures, toutes leurs analyses, parce qu'ils le savent qu'il y a eu tous ces morts. Simplement, comme ils tirent parti du fait que ça, c'est arrivé pendant qu'ils étaient en train d'écrire l'article et qu'ils avaient la flemme de réécrire, ils ne nous refont pas les analyses. Donc, pour montrer un taux de létalité de 0,75%, alors qu'en fait, c'est 0,9%. Et ce n'est pas encore la fin de l'histoire, parce qu'en réalité, quand on fait les comptes dans leur tableau de chiffres, à l'époque, il y avait encore 4 patients, au moment de cette publication d'article, 4 patients qui sont encore en sursis, c'est-à-dire ils ont été traités, ils ne sont pas encore sortis de l'hôpital, après quelques semaines de traitement, donc c'est rarement bon signe. Et donc, ces 4 patients, espérons-le, ils ont survécu. Dans ce cas-là, le taux de létalité final s'établira à 0,9%. S'ils devaient mourir, ça ferait monter le taux de létalité final à 1,2%. Et vous voyez là toute la malhonnêteté, toute l'escroquerie du truc, c'est qu'en fait, ils avaient fait toute leur communication sur les 0,47% le 9 avril, avant que les gens meurent. Ils trouvent encore un moyen de nous mentir sur le taux quand ils publient l'article, ils mettent 0,75% au lieu de 0,9%, sans jamais. Enfin, il faut vraiment repasser derrière eux et refaire tous les comptes pour se rendre compte qu'en fait, il y en a encore qui vont peut-être suivre. Et d'ailleurs, donc, il y a eu une interview de Raoult par David Pujadas le 26 mai 2020. Donc, Pujadas, lui aussi, était allé à l'IHU. Il y avait cette interview qui dure à peu près 1 heure. Et Raoult n'a pas peur de lui dire à Pujadas, dans ma cohorte, on a 0,40. Alors, je crois qu'il dit 0,45%, mais bon, c'est 0,47, bref. 0,45% de létalité. Il fait cette annonce. L'interview a eu lieu le 26 mai.
le 26 mai, c'est 3 semaines après le 5 mai, où déjà, en fait, on savait qu'il y avait plus, il y avait 0,9. En fait, il y avait déjà au moins 2 fois plus de létalité. Et là, il ne peut même pas dire que les gens n'étaient pas encore morts, parce qu'en fait, ils étaient déjà morts et depuis au moins 3 semaines. Donc là, c'est même un mensonge, enfin, c'est un mensonge sur le mensonge, en fait. Et tout ça prend d'autant plus d'importance quand on considère le taux de létalité du Covid-19 globalement en France, c'est-à-dire pas dans ce fameux institut qui délivre avec tant de générosité son traitement miracle. Dans le reste de la France, enfin dans toute la France, le taux de létalité du Covid-19, c'est-à-dire le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par malade, c'est-à-dire pas rapporté à la population totale du pays, évidemment, parce que les gens qui ne sont pas malades, on ne s'attend pas à ce qu'ils meurent de la maladie. Mais parmi les gens qui sont malades, quelle est la fraction qui en meurt? Eh bien voilà, donc depuis le début de l'épidémie, on le sait assez bien, que ça tourne entre 0,5 et 1%. Et ça va dépendre aussi des pays, j'imagine, hein, selon l'accès aux soins, selon le système hospitalier. Il y a peut-être des pays où ce sera un peu plus ou un peu moins. Donc là, en France, il y a eu 2 estimations qui sont sorties donc, au printemps. Donc 0,7 et 0,8%. Et donc, bien entendu, si on nous fait une annonce sur un taux de létalité inférieur à ça, on peut toujours en tirer argument pour dire notre traitement marche. En réalité, leur taux de létalité a l'air d'être supérieur au taux de létalité de toute la France. Donc, non seulement il n'a pas l'air de marcher, et là, je ne pense pas que ce soit significatif, mais peut-être même qu'il est en train de tuer les gens, en fait. Je vous dis que ce n'est pas forcément significatif parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que là, les effectifs ne sont pas gigantesques. 1061 patients, ça semble beaucoup. Mais voilà, vu que la létalité est si faible, de l'ordre du %, un peu moins d'1%, et bien là, en fait, quand on parle de ces patients, là, les 0,47%, c'est 5 personnes. Là, c'était 9 et là, ce sera potentiellement 13. Et donc, 13 patients, c'est le genre de truc, des nombres aussi petits, c'est vraiment soumis au bruit statistique. Éventuellement, il y en a un 14 ou pas, enfin, la personne meurt ou pas, disons, c'est quand les effectifs sont aussi petits, de petites fluctuations statistiques peuvent facilement faire de grands effets relatifs sur les proportions. Donc là, je pense qu'on n'a même pas démontré que leur traitement était significativement plus nocif que dans le reste de la France. En tout cas, il n'est certainement pas bénéfique. Et eux ont fait toute leur communication sur le contraire. Ils ont dit que leur truc était bénéfique. Donc voilà, publication de données non finalisées. Alors, on va fiche la paix 2 minutes à ce pauvre monsieur Raoult, que je suis en train de charger depuis le début de l'exposé. On va parler un peu de ses collègues. Donc pour un autre problème, ce que je qualifie de catégorisation fautive, c'est dans un article publié par une équipe de l'hôpital de Garches, en région parisienne. Donc, l'auteur principal de cet article, c'est professeur Benjamin Davido, donc, qui est le premier auteur et aussi auteur correspondant, donc c'est lui qui se dit responsable de l'étude. Docteur Christian Perron, professeur, alors lui aussi, on le voit beaucoup dans les médias et il a aussi tendance à raconter énormément de choses que moi, je qualifierais d'âneries. Donc voilà, c'est ces gens-là qui ont publié un manuscrit. Alors en fait, c'est pas encore un article scientifique. Ils ont mis ça en ligne sur un site de prépublication. C'est-à-dire, c'est quelque chose que le laboratoire a écrit, qu'ils estiment fiable, qu'ils mettent en ligne sans que ça ait été encore évalué par les pairs, évalué par la communauté scientifique et accepté par un journal scientifique. Donc là, le manuscrit, ils l'ont mis en ligne le 11 mai, donc c'était pas encore évalué par des collègues indépendants. Je vous mets le lien vers ce manuscrit. Et donc, ils nous montrent un truc qu'ils ont fait dans leur hôpital. Donc, ils ont comparé 45 patients traités avec cette fameuse bithérapie à 87 patients traités autrement pour voir un peu la différence. Et voilà le résultat. Donc, ça, c'est une figure que je tire de ce manuscrit. Je vous remets la source. Donc, ça, cette figure, je veux pas revendiquer le copyright. Ça, c'est une figure que je tire du manuscrit de chez Davido et Perron et tout ça. Donc, je vous mets le lien. Et donc, il nous donne, voilà, donc, sur cet histogramme, vous avez là la cohorte qui a été traitée à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, donc la fameuse bithérapie. Là, la cohorte traitée avec l'azithromycine seule. Et là, SOC, c'est Standard of Care en anglais. Donc, c'est le standard de soins, c'est-à-dire les soins standards qu'on donne habituellement. Donc, autre chose, donc les autres traitements, en fait. Ce qui vous représente ici en couleur, donc en vert, c'est ce qu'ils appellent favorable outcome. Donc, c'est les issues bénéfiques. Donc, les gens pour qui ça s'est bien terminé. En orange, c'est les gens qui ont été transférés en réanimation. Et en rouge, c'est les gens qui sont morts. Et là, sur ce graphique, il nous semble, effectivement, il conclut abondamment là-dessus, il nous semble qu'effectivement, les traitements qu'ils ont fournis sont bien meilleurs que le traitement habituel, standard de soins. Vous avez moins de morts et de transferts en réanimation dans la bithérapie, dans le traitement de la cohorte à la bithérapie et puis dans la cohorte traitée à azithromycine que dans la cohorte traitée avec le standard de soins. En réalité, quand on lit dans le détail ce manuscrit, on s'aperçoit qu'il y a une arnaque. C'est qu'il y a 9 patients qui avaient été traités avec la bithérapie qui, au cours des 2 premiers jours, leur état s'est dégradé très, 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 très grièvement, qui ont été soit ils sont morts, soit ils ont été envoyés en réanimation dans les 2 premiers jours. Et ça, les auteurs n'ont pas peur de nous dire, ça c'est un autre traitement, parce qu'ils décrètent que ce qu'ils appellent traitement, c'est finalement leur traitement donné pendant au moins 2 jours. Et donc, s'ils ont donné le traitement pendant moins de 2 jours, ils basculent ça dans la cohorte standard of care, donc SOC.
Ce qui signifie qu'en fait, des gens qui avaient été traités à la bithérapie, dont l'état s'est sérieusement aggravé, ont été considérés comme non traités à la bithérapie, dans ce fameux standard of care. Et ça, évidemment, c'est une arnaque. Et c'est même encore pire que ce qu'avait fait le labo Raoult, parce que le labo Raoult, ils avaient exclu des données, mais ils avaient au moins eu, dans leur malhonnêteté, ils avaient l'honnêteté de ne pas au moins les balancer dans la cohorte contrôle. Et eux n'ont même pas ce scrupule. Et donc, en fait, on a 9 patients donc, qui avaient été traités à la bithérapie, pour qui ça s'est très mal fini, et qui finissent ici. Donc, en fait, dans ces 23 patients où ça finit mal, alors ils ne nous donnent pas le détail, on ne sait pas combien sont morts, combien ont été envoyés en réanimation, mais en fait, il faut imaginer que parmi ces 23, en fait, il y en a 9 qui viennent de là. Et en fait, ici, du coup, il faudrait beaucoup alourdir ici et beaucoup alléger ici. Donc ça aussi, évidemment, c'est une grosse arnaque. Là, au moins, la communauté, c'est Internet, hein, ce n'est pas forcément des scientifiques, c'est sans doute essentiellement des scientifiques. La communauté est intervenue assez vite, et quand ils ont vu ce pré-manuscrit publié en ligne sur le site de prépublication, ils ont dit « mais arrêtez, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait ». Et donc, les auteurs ont voulu rétracter leur pré-manuscrit. Alors, ce qu'ils avaient pas l'air d'avoir compris, c'est qu'en fait, quand on met un pré-manuscrit comme ça, en fait, on ne peut pas l'enlever, parce que c'est le truc qui n'a pas encore été évalué, donc c'est le truc, ça vient s'accumuler dans les plateformes de prépublication. Donc, ce qu'on peut faire, c'est publier des versions supplémentaires, mais on peut pas enlever une version précédente. Elle restera toujours visible. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une version 2 dans laquelle, c'est pas un article scientifique, c'est censé être la version 2 de l'article, mais c'est juste un texte qui dit « Bon, désolé, finalement, oubliez le truc d'avant, on ne veut pas qu'il soit cité, on aimerait pouvoir le rétracter. » Et après, ils nous ont publié un article final qui reprend ces données-là, et ils l'ont publié donc en août, je crois, dans un journal scientifique. Donc là, je vous mets le lien à nouveau. Donc, ils remontrent les mêmes données, mais du coup, ils ont cette fois-ci l'honnêteté élémentaire de plus balancer dans la cohorte contrôle les gens traités pour qui ça s'était mal terminé. Et du coup, cette fois-ci, dans leur article final, donc c'est les mêmes patients qui sont analysés, mais ils prétendent plus comparer l'effet de cette bithérapie à d'autres traitements. Ils prétendent maintenant comparer le truc pour lequel ils voient une petite différence. C'est en fait les patients qu'ils ont traités, eux, dans leur hôpital avant le 19 mars, aux patients qu'ils ont traités eux-mêmes dans leur hôpital après le 19 mars. Et là, ils voient une différence entre les deux, mais c'est eux qui ont traité les patients avec les traitements qu'ils avaient choisis. Hein. Et à nouveau, il y a toutes sortes de traitements dedans. Et pourquoi le 19 mars ? Ils justifient ça en disant que c'est la date où les autorités sanitaires en France ont publié un protocole de soins qu'il faudrait suivre, mais sachant que eux, de toute façon, dans leur hôpital, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, ils se sont raccrochés aux branches pour publier un truc parce qu'ils voulaient publier leur jeu de données, mais en réalité, ils inventent une comparaison entre 2 cohortes, mais ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient cherché à faire au départ, et là, clairement, ils avaient été malhonnêtes. Et heureusement, cette fois-ci, la communauté est intervenue suffisamment tôt pour que l'article final soit un peu moins malhonnête. Au moins, ça témoigne d'une malhonnêteté intrinsèque. Enfin, les gens avaient voulu faire ça. Donc, j'appelle ça catégorisation fautive, parce que là, clairement, les gens ont redéfini leur catégorie en disant standard de soins. Ils ont mis dedans des gens qui avaient reçu en fait leur fameux traitement, mais juste pendant une durée suffisamment courte, parce que leur état s'était aggravé. Un nouveau problème qui concerne cette fameuse notion, j'en ai parlé un petit peu en introduction, de significativité et d'ampleur de l'effet. Et je vous disais, il y a beaucoup de gens qui confondent un effet large et un effet significatif. Et ça, avec la taille de l'effectif. Alors, à nouveau, on va retomber sur le rable de ce pauvre monsieur Raoult. Il a donné une interview dans Marianne au printemps, je vous mets le lien, où il nous explique ça. Donc, le contraire de ce que moi je vous disais en introduction, lui, il explique que plus l'échantillon d'un test clinique est faible, plus ses résultats sont significatifs. C'était pas un lapsus, apparemment, parce qu'il a répété sous serment, je crois que c'est sous serment, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le truc. Je sais pas, on a le précédent d'Alexandre Benalla, que je crois que jamais allé en prison après avoir menti à la commission d'enquête. Moi, il me semblait que quand on mentait à une commission d'enquête parlementaire, on finissait en tôle. Bon, Benalla est un contre-exemple, et Didier Raoult est un autre contre-exemple, parce qu'il a répété à nouveau ce mensonge devant la commission d'enquête. Et ce Christian Perron, dont on vient de parler, d'hôpital de Garches, a aussi repris le même mensonge dans une interview dans les médias. Je vous mets aussi le lien. Chaque fois, c'est formulé un peu différemment, mais à chaque fois, ils nous disent ça, que plus l'échantillon de l'essai est faible et plus les résultats sont significatifs, avec une définition un peu bancale de significatif. Et en fait, je vais vous résumer un peu leur pensée, qui se base sur un truc, en fait, il y a une réalité qu'ils ont juste mal comprise. C'est que, je vous le disais en introduction, si les effectifs sont plus faibles, les tests statistiques auront plus de difficultés à identifier un effet significatif, parce qu'ils auront plus de mal à identifier ces fameuses distribution idéale d'effectifs infinis dont seraient échantillonnées les valeurs. Et donc, quand un effet est significatif alors que les effectifs sont petits, ça veut dire qu'effectivement, l'effet devait être vraiment large et que les variabilités intra-groupes devaient être vraiment faibles, suffisamment pour que, malgré la faiblesse de l'effectif, le test voit un effet significatif. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, si on observe un effet significatif avec des faibles effectifs, alors
alors l'effet est sans doute ample. Mais ça se mesure, l'ampleur de l'effet, et ça ne se mesure pas par le test statistique. Ce qui est faux, en revanche, c'est de dire que quand les effectifs sont faibles, les résultats sont plus significatifs. Ça, ce n'est pas vrai. En fait, pour une même différence et une même variabilité intragroupe, en fait, pour une même variabilité intergroupe et une même variabilité intragroupe, plus les effectifs seront élevés, plus le résultat sera significatif. En fait, à l'opposé de ce que disaient Raoult et Perron. En fait, les probabilités, les p-values seront d'autant plus basses que les effectifs seront faibles, toutes choses égales par ailleurs. Donc, ils ont tort de dire ça. Et en fait, ils disaient ça, je pense, après, bon, là, à nouveau, je vais sortir 30 secondes, je vais sortir de mon rôle de scientifique pour donner un peu mon jugement sur ce que je pense des personnes, parce que ce Didier Raoult, il a quand même souvent fait des affirmations fausses, mais il a aussi parfois fait des affirmations qui étaient vraies et même qui étaient souvent assez profondes. Donc, il dit souvent, il lui arrive de dire des choses vraies et même assez intelligentes. Donc, je pense qu'il n'est pas fondamentalement idiot. Pour Christian Perron, là, le doute subsiste parce que lui, tout ce que j'ai entendu de lui dans les médias a été systématiquement faux. Donc, lui, Christian Perron, on peut peut-être ne pas l'accuser d'escroquerie, il est peut-être authentiquement idiot. Raoult, lui, clairement, il y a des choses qu'il comprend. J'en parlerai pas dans l'exposé. Quand il parle des essais cliniques sur le remdesivir, qui est un médicament qui n'est pas efficace, il a raison de dire qu'il n'est pas efficace, mais ce qu'il reproche aux études sur le remdesivir, en fait, c'est bien pire dans ses propres études sur l'hydroxychloroquine, et là, pour le coup, il voit plus du tout les effets qui pourtant lui crèvent les yeux sur le remdesivir. Donc je pense qu'en fait, il les voit, mais il ment. Bref. Donc je pense Raoult est peut-être pas forcément... Il est peut-être pas forcément abusé par ce genre de sophisme. Peut-être qu'en fait, il a compris que c'était un mensonge, mais il le dit volontairement. L'autre, il est possible qu'il se trompe vraiment de bonne foi. Voilà. En tout cas, évidemment, et voilà. Donc, alors pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Donc, je soupçonne Raoult, voilà, de pas être juste dans l'erreur, mais vraiment d'être dans le mensonge intentionnel. C'est parce qu'après, il conclut pour dire que c'est ce fameux petit essai clinique qu'ils ont fait, donc ce fameux article du mois de mars, où ils comparaient 16 patients à 26 patients, et finalement, c'est peut-être plutôt 18 patients à 24 patients, parce que c'est un peu bougé. Évidemment, ça a été fait sur des effectifs microscopiques. Et eux prétendaient voir un effet bénéfique de leur traitement. Il se trouve que par la suite, il y a eu d'autres essais, des essais cliniques beaucoup plus sérieux, avec des effectifs vraiment larges, où on a testé soit l'effet de l'hydroxychloroquine seule, soit de l'hydroxychloroquine en association à l'azithromycine. Et cette fois-ci, ça a été fait par des gens indépendants de ce fameux labo Raoult, donc des gens qui n'étaient pas sous sa coupe. Et il se trouve que là, ces effets qui étaient pour le coup très bien faits, qui avaient de très larges effectifs, ces essais cliniques n'ont pas vu d'effet bénéfique de ces traitements. Et donc là, il y avait un problème pour ces gens-là qui disaient qu'eux, ils avaient vu un effet sur des effectifs tout petits, alors que sur des études qui étaient mieux faites avec des gros effectifs, il n'y avait pas d'effet. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient en train de nous dire qu'en fait, plus l'effectif d'un essai est faible, plus les résultats sont significatifs. Ça, c'est tout à fait faux. Mais c'est une façon de dire que leurs essais cliniques avec des effectifs petits étaient supérieurs aux essais cliniques avec des effectifs larges. Et ça, c'est tout à fait faux. En réalité, ils ont raison de dire que quand les effectifs sont faibles, si l'effet est significatif, alors ça veut dire qu'il est ample. Mais un effet ample ressortirait d'autant mieux dans une large cohorte, donc dans les grands essais cliniques. Et donc, il serait encore plus significatif. Donc voilà, là, il me semble que voilà, il y a au moins beaucoup d'incompétence et certainement aussi une certaine malhonnêteté dans cette affirmation. Voilà, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et voilà, et là, je voulais un peu illustrer le truc. Alors, à nouveau, là, c'est sur un test, j'ai créé artificiellement ces jeux de données. Imaginez, c'est cette situation où donc, on a un score, alors, je ne sais pas, les gens qui sortent malades, les gens qui sortent guéris, dans une condition 1 et dans une condition 2. À chaque fois, j'ai pris un effectif total de 20 personnes. Et donc, vous voyez que dans la condition 1, ici, on a 2 fois plus de personnes dans la première catégorie qu'ici, on en a 6 contre 3. Et donc, si les effectifs sont aussi faibles, alors ça ne se teste pas avec le t-test, parce que ça, c'est clairement le genre de test où je vous disais, déjà, ça peut être que des nombres entiers, parce que là, voilà, on est en train de compter des patients, donc ça ne peut pas être des nombres à virgule. Et puis, d'autre part, ce qu'on est en train de comparer, c'est des distributions, et ce n'est pas juste une valeur par rapport à l'autre. On est en train de regarder à quel point ça se diffère de ça, et cette différence, comment elle se compare à cette différence-là. Et donc ça se teste avec un test qu'on appelle le test exact de Fisher, ou quelque chose qui est un peu moins précis, qui s'appelle le test du Ki2. Il est largement préférable d'utiliser le test exact de Fisher, qui est beaucoup plus précis. Et donc voilà, si on fait le test exact de Fisher sur ce jeu de données-là, on trouve une probabilité de 0,45. Donc là, le test nous dit, je ne vois pas de différence significative entre ces deux trucs-là. En fait, effectivement, les rapports sont un peu différents, mais les effectifs sont tellement petits qu'en fait, il n'a aucune confiance dans cette différence. Alors que si maintenant, je reprends juste les mêmes nombres, mais multipliés par 10, c'est du coup les mêmes proportions, mais simplement sur des effectifs plus larges, donc plus convaincants, et bien là, effectivement, pour exactement la même ampleur de l'effet, on a une probabilité beaucoup plus faible, donc l'effet est beaucoup plus significatif. Et à nouveau, bon, je vous mets dans ce fameux
dépôt GitHub, là, dont je vous ai donné le lien un peu plus tôt. Je vous mets les calculs, là, vous pourrez vérifier si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'était vraiment tout à fait faux, cette histoire. À nouveau, on va fiche la paix 2 minutes à Didier Raoult, parce que voilà, je suis désolé, en fait, ça tourne beaucoup autour de lui, sa personne, parce qu'en fait, c'est surtout lui, enfin, et son labo, le labo l'IHU de Marseille, qui a propagé la plupart de ces rumeurs pseudo-scientifiques. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup parler des fausses données publiées par le labo Raoult. Mais on va aussi parler des autres, il n'y a pas de raison. Et donc là, on va parler d'une affirmation qui avait été faite par le professeur Montagnier. Alors, professeur Montagnier, il avait eu le prix Nobel, je crois, en 2008, si mes souvenirs sont bons. Il est l'un des co-découvreurs du virus du HIV. Qui cause le sida. Il a eu le prix Nobel, et c'est très bien. D'ailleurs, il faut le remercier d'être autant farfelu dans ses déclarations dans les médias, parce que ça prouve vraiment à tout le monde qu'on peut avoir le prix Nobel, mais dire des idioties. Et donc, il faut le remercier pour ça. Donc voilà, là, c'est une histoire assez invraisemblable. En fait, il se trouve que quand on regarde la séquence du génome du virus du HIV, virus du sida, et la séquence du génome du virus SARS-CoV-2, qui est le virus du Covid-19, eh bien, il y a des petits segments de séquences. Vous savez, donc les séquences d'ADN se composent de ACGT. On voit des petits segments qui sont les mêmes entre les deux. Là, c'est un peu plus subtil que ça. Ce n'est même pas des séquences d'ADN, c'est des séquences de protéines. Donc, il peut y avoir des différences sur l'ADN sans qu'il y ait de différence sur les protéines. Je vous passe les détails, ça va un peu loin en termes de biologie moléculaire, mais il y a des petites similitudes entre les deux génomes de virus, mais tellement courtes, sur des génomes qui sont, eux, tellement longs, que c'est le genre de choses qu'on devrait attendre au hasard. Il se trouve qu'il y a un labo en Inde, des gens qui ont fait des analyses. Donc là, ce n'est pas des analyses expérimentales, c'est des analyses purement informatiques. Ils se sont amusés comme ça à comparer les génomes des différents variants. Donc ça date du mois de janvier de l'an dernier, donc des variants du SARS-CoV-2, on en connaissait très peu à l'époque. Mais ils s'amusent à les regarder et puis ils voient quelques régions constantes, quelques régions variables. Et parmi elles, il y en a une qui attire leur attention parce qu'elle ressemble, si on la traduit en protéines, elle ressemble à une région du génome du virus du sida, aussi traduit en protéines. Donc ils avaient fait un petit article sans prétention, parce que vraiment, les données étaient vraiment faibles, pour dire, oh regardez, on voit une petite similitude entre les deux virus. Voilà, c'était des segments qui étaient tellement courts, en plus, voilà, je vous dis, c'est des acides aminés de protéines, et pas des acides nucléiques, pas des nucléotides d'ADN. Bon, je suis désolé là du jargon, mais bref, c'est des choses qui, en plus, facilitent ce genre de coïncidence, le fait qu'ils comparent les protéines et pas l'ADN. Et en plus, il ne cherchait pas juste des identités parfaites entre les deux, il tolérait des insertions. Donc, si ça se ressemblait au début à la fin, mais avec une insertion au milieu, ça comptait quand même. Et puis aussi, évidemment, s'il compare énormément de variants du HIV, parce qu'on en connaît plein, il n'y avait encore pas beaucoup de variants du SARS-CoV-2, mais on en connaissait quelques-uns, donc énormément de variants comparé à énormément de variants. Dans le lot, et vu la taille des génomes, on allait trouver ce genre de petites coïncidences. Et donc, il y a eu pas mal de scientifiques pour leur dire, franchement, cet article, vous faites n'importe quoi, vous avez trouvé une coïncidence attendue. Et donc, les auteurs de ce labo en Inde ont décidé de rétracter leur article, et je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose, parce qu'il n'y avait vraiment rien d'utile, rien de bien fait dans cet article. L'article a été rétracté le 2 février. Il se trouve que là-dessus, le professeur Montagnier, donc ce fameux professeur français qui a eu le prix Nobel en 2008, reprend cette affirmation. Et donc, je vous mets ici le lien là, vers une interview télévisée, où il nous explique que voilà, ces Indiens avaient fait une découverte vraiment intéressante. Ils ont été sous la pression d'une communauté scientifique conservatrice qui les avait obligés à rétracter leur article. Mais lui qui a le prix Nobel, il peut se permettre de dire la vérité. Et que lui, il peut se permettre de dire qu'effectivement, il y a une similitude troublante entre les deux génomes des virus, et que selon lui, c'est la preuve que le virus du SARS-CoV-2 a été fabriqué artificiellement par l'homme à partir notamment de morceaux du virus HIV, et sans doute d'autres choses. Et donc lui, voilà, il ne se contente pas de pointer ces petites similitudes, il en conclut en plus que c'est une invention humaine, ce virus. Alors il fallait clairement pas ça dans une société qui était chauffée à blanc. Enfin, là, je vous rappelle, tout ça, on était au printemps, donc les gens étaient calfeutrés chez eux, confinés, ils étaient morts de trouille, et en plus, du coup, ils n'avaient rien de mieux à faire que de regarder des vidéos idiotes sur Internet qui leur racontaient toutes sortes de bêtises sur l'épidémie, et celle-là, cette rumeur-là, elle s'est propagée comme une traînée de poudre, que le virus avait été fabriqué par l'homme. Surtout que ça s'est rajouté un autre truc, là, j'en parle pas dans mes diapos, mais il y avait quelqu'un, là, du coup, pas du tout un scientifique, qui avait mal compris un brevet déposé par l'Institut Pasteur sur le SARS-CoV-1, le premier SARS, l'épidémie de SRAS qu'il y avait eu en Asie en 2002-2003. Et donc, cette personne avait fait une vidéo YouTube pour dire que, selon lui, l'Institut Pasteur avait créé le SARS-CoV-2. En fait, il n'avait juste pas compris parce qu'il avait vu le mot coronavirus, il croyait qu'il n'y avait qu'un seul coronavirus. Bref, il y avait eu déjà des rumeurs selon lesquelles le SARS-CoV-2 était une invention humaine.
Et donc, ce professeur Montagnier qui pouvait se targuer d'une certaine expertise, parce que voilà, prix Nobel, les gens ne savent pas ce que c'est que la science, mais les gens savent ce que c'est qu'un prix Nobel, et il vient rajouter une couche, et là, forcément, ça a énormément pris. Et donc, du coup, les gens ont commencé à raconter qu'il y avait un complot mondial qui voulait tuer une partie de l'humanité en faisant un virus très mortel, bon, etc. Donc, cette rumeur a vraiment été dévastatrice. Et à nouveau, c'était basé vraiment sur n'importe quoi. Enfin, ce professeur Montagnier, bon, il a eu le prix Nobel pour avoir découvert son virus, c'est très bien pour lui, mais là franchement, il est complètement à côté de la plaque. En réalité, j'ai refait l'analyse. En fait, j'ai voulu me faire l'avocat du diable. J'ai voulu voir si effectivement, en grattant bien, on ne pouvait pas trouver des similitudes un peu convaincantes entre les virus des deux génomes, les deux variants, pardon, entre les génomes des deux virus. Donc là, je vous mets à gauche, donc dans la base de données, donc je vous mets l'adresse de la base de données des virus du HIV. Donc quand j'ai fait l'analyse en avril de l'an dernier. Il y avait 12 501 variants répertoriés dans cette base de données pour le HIV. Donc le génome, alors je suis désolé, c'est très petit, mais il y a à peu près 9000 nucléotides. Donc les nucléotides, c'est ces positions ACGT. Donc des chaînes de caractères qui font à peu près 9000 caractères. La base de données JSED qui, elle, recense les variants du SARS-CoV-2, donc le virus du Covid-19. Et donc, quand j'ai fait l'analyse, il y avait un peu plus de 10 000 variants, mais il y en avait certains qui étaient mal séquencés. Ils étaient trop courts, ils étaient tronqués, ou alors il y avait des ambiguïtés de séquence. Au lieu de ACGT, ils n'avaient pas su lire, donc ils avaient mis un N, parce que c'est ce qu'on met quand on ne sait pas quel est le nucléotide. Donc là, en éliminant tous ces variants mal séquencés, il en restait à ce moment-là 10 184. Et donc là, je me fais l'avocat du diable, parce que vraiment, je compare énormément de variants d'un virus à énormément de variants de l'autre. Et là, en plus, le génome du SARS-CoV-2, il est assez grand, il fait 30 000 nucléotides. Donc évidemment, sur des séquences aussi longues, on va en trouver des similitudes. Et là, j'ai trouvé encore mieux que ce qu'avaient trouvé ces fameux Indiens repris par ce Luc Montagnier. Je trouve une identité parfaite, sans tolérer d'insertion, sur 21 nucléotides. Et là, je compare l'ADN et pas la protéine, donc c'est encore plus convaincant. Et donc, c'est en fait une identité entre un des variants du HIV et la presque totalité, 9943 variants du Covid-19, enfin du SARS-CoV-2. On peut trouver également une autre identité de 21 nucléotides, cette fois-ci partagée par seulement 2 variants du SARS-CoV-2. Donc voilà, des choses comme ça, on en trouve. Mais effectivement, c'est dû au fait qu'on regarde des séquences super longues. Et en fait, je me suis même amusé à faire un truc, à comparer même au génome humain, le génome du SARS-CoV-2 au génome humain, en me disant, ce brave monsieur Montagnier, lui-même, c'est un humain, donc il a le génome humain. Et en fait, dans le génome humain, et donc, alors c'est le génome de référence, c'est pas forcément exactement celui de monsieur Montagnier, mais il est bien probable que ces séquences-là, donc j'ai regardé juste un des chromosomes humains, donc le chromosome 3, donc un tout petit morceau du génome humain, et il y a des morceaux qui sont même encore plus convaincants que ce que j'avais trouvé entre HIV et SARS-CoV-2. Donc en fait, très certainement, dans le génome de ce monsieur Montagnier lui-même, il y a des segments d'identité avec le SARS-CoV-2 qui sont encore plus convaincants que ce qu'il nous avait présenté comme une preuve de l'artificialité du SARS-CoV-2. Donc ce serait marrant d'entendre monsieur Montagnier nous expliquer qu'il a découvert que le SARS-CoV-2 avait été fabriqué à partir de son propre génome à lui. Ce serait marrant. Bon, évidemment, tout ça, c'est juste dû au fait qu'on est en train de comparer de très nombreux variants très longs de virus qui en fait n'ont rien à voir, et en comparant autant de séquences aussi longues, on va finir par trouver des petites identités. Et ça peut se mesurer évidemment, et ça c'est le genre de truc qu'ils auraient dû faire les gens du labo indien, c'est le genre de truc qu'aurait dû faire aussi ce professeur Montagnier. On peut estimer la probabilité que ce genre de choses arrive par hasard dans des banques de données de cette taille-là, et avec cette composition de séquences en ACGT. Et il se trouve, donc là j'ai fait le truc, là, à nouveau je vous mets le lien sur GitHub, j'ai fait l'analyse, et en fait, avec une banque de données de cette taille-là, on attendait 0,25 similarités aussi belles. Donc ils en ont observé une, on en attendait un quart d'une, donc un quart c'est presque un, enfin je veux dire, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Ce genre de choses ne serait significatif, ne serait convaincant que si on avait attendu 0,000 quelque chose, similarité aussi belle dans la base de données. On en attendait 0,25, donc c'est pas du tout étonnant qu'on en ait trouvé une finalement. Et donc, voilà, en fait, c'était une coïncidence attendue. Et ça, c'est le genre de choses, normalement, les statistiques sont censées nous protéger contre ça. Mais là, en fait, ici, c'est même pas un biais dans les statistiques qu'ont fait les auteurs. En fait, c'est un biais. Ils n'ont même pas utilisé les statistiques. S'ils les avaient utilisées, ils auraient vu qu'en fait, ils étaient en train de tomber sur une coïncidence attendue. Un autre problème qui est illustré par un autre épisode. Alors, je suis désolé, je suis un peu long. Il est midi moins 10. C'est vrai qu'on devait garder un peu de temps pour la discussion à la fin. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que je suis en train de me rendre compte, je suis en train d'utiliser tout mon temps. On se donne encore une dizaine de minutes. Est-ce que ça va être bien? Ouais, ok, je vais essayer. je vous remercie. Ouais, il faut que j'accélère un peu alors. Donc, cette affirmation, qui avait été, je crois que la première occurrence de cette affirmation, c'est par un professeur aussi de l'IHU de Marseille, donc un subordonné de Didier Raoult, dans une interview sur LCI, il me semble, où il disait « On meurt moins à Marseille ».
il disait ça au milieu d'une interview où il expliquait que leur traitement à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine était très efficace. Et donc, il était en train d'expliquer qu'à Paris, je crois que c'était à Paris et dans le Grand Est, on mourait énormément, mais qu'à Marseille, on mourait moins. Et du coup, il faisait implicitement le lien avec l'efficacité de leur traitement. Il dit on meurt moins à Marseille, et notamment on meurt encore moins dans notre IHU. Et il semblait, alors je ne sais même pas s'il le formule exactement comme ça, mais il me semble qu'il attribuait ça à l'efficacité de leur traitement. Et ça, évidemment, sur Internet, ça s'est propagé. Les gens disent « Ah, regardez, à Marseille, ils sont en train de sauver les gens, alors qu'on est en train de faire crever les gens dans les autres régions de France, c'est scandaleux. » Et cette affirmation a été reprise par Raoult lui aussi, notamment dans cette interview à David Pujadas, donc, dont j'ai déjà parlé en mai 2020. Donc, voilà, quand Raoult avait, en plus en mentant, il avait dit qu'ils avaient 0,5% de mortalité, en fait, ils avaient le double. Et donc, il dit, et là, David Pujadas lui demande, mais 0,5% de mortalité, est-ce que ce n'est pas le taux de mortalité général? Et là, Raoult, en fait, il devrait dire oui, mais en fait, il dit non, vous rigolez, vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité. Et en fait, il ne la donne pas. Mais parce qu'en fait, la mortalité était la même. Et juste, en fait, il y avait un problème de représentativité, c'est-à-dire qu'en fait, la mortalité, si on la compare par rapport au nombre de tests positifs, vu qu'à Paris, ils faisaient des tests que dans les hôpitaux, à l'époque, il n'y avait pas de tests PCR, il y en avait très peu, donc on les gardait que pour les malades graves. Donc effectivement, c'était surtout sur les gens qui allaient mourir. Alors qu'à l'IHU de Marseille, ils faisaient des tests dans les gens qui venaient dans la rue, et donc du coup, ils testaient beaucoup de gens qui étaient asymptomatiques, donc forcément, c'était des gens qui mouraient moins. Et puis également aussi dans une autre interview de Raoult aussi, je crois qu'avec le même journaliste, Pujadas, donc cette fois-ci une interview en octobre, Raoult annonce pareil sans être très précis parce qu'en fait il ne peut pas l'être. Il dit vous verrez la mortalité hospitalière par région, puis vous verrez celle que nous on aura dans notre institut, vous verrez, et donc il est en train de dire qu'ils auraient une mortalité bien inférieure. Et ça a vraiment déclenché des rumeurs sur Internet où vraiment les gens sont énormément mis à répéter ça. Il y a notamment aussi un sociologue qui intervenait beaucoup dans le blog de Mediapart qui a fait beaucoup de messages pour dire ouais, à Marseille, il y a un miracle, le miracle marseillais, on meurt moins à Marseille. En fait, tout ça, c'était des mensonges dans la réalité des faits. Et donc, les faits, en fait, ils sont vérifiables parce que les données sont publiques. En fait, les Marseille ou les Bouches-du-Rhône, parce qu'en fait, souvent, les données sont publiées à l'échelle du département. Mais c'est à Marseille qu'ont lieu la plupart des décès dans les Bouches-du-Rhône, donc finalement, ça revient un peu au même. En fait, dans toutes ces comparaisons que ces gens font, en fait, ils les comparaient systématiquement avec les départements qui sélectionnaient comme étant ceux qui avaient le plus de mortalité. Effectivement, dans les départements où on commençait à avoir de la saturation des hôpitaux, il y a eu effectivement de la surmortalité, et c'est certainement dû à la saturation des hôpitaux. Donc Grand Est, région parisienne, qui ont été vraiment très durement touchées par la première vague épidémique. En revanche, quand on regarde avec d'autres régions de France, par exemple dans l'ouest de la France, le sud-ouest de la France, là, on n'avait pas de saturation des hôpitaux, mais on n'avait pas non plus d'IHU de Marseille. L'IHU de Marseille, il est à Marseille, donc il n'y avait pas ces fameux traitements. Et dans le reste de la France, en fait, la mortalité n'était pas du tout moins bonne qu'à l'IHU, elle était même meilleure qu'à l'IHU de Marseille. Et donc là, je vous ai représenté, donc là, à nouveau, c'est des données que j'ai représentées moi-même. J'ai pris la carte de France, les contours sur ce site web, et donc j'ai représenté les données à partir des données de Santé publique France. Et donc, à nouveau, je vous mets tous les liens si ça intéresse quelqu'un. Il ne faut pas se laisser abuser par le fait qu'ici, le territoire de Belfort a énormément de mortalité par 100 000 habitants. C'est qu'en fait, c'est un département qui est géographiquement très petit, qui a un grand hôpital, et donc il draine des patients des hôpitaux autour. Donc en fait, quand on normalise par la population du département, en fait, on ment ici, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui viennent dans l'hôpital, et notamment qui meurent dans l'hôpital, qui ne sont pas issus de ce département. En fait, les statistiques de Santé publique France sont des statistiques annotées par département de l'hôpital et pas par département de résidence du patient. Donc là vous ne laissez pas abuser par ce truc-là. Bref, donc les Bouches-du-Rhône sont ici. Donc en fait, plus c'est foncé, plus il y a de mortalité. Effectivement, ce n'est pas le département le pire, mais c'est loin d'être le département le meilleur non plus en termes de mortalité donc, par Covid-19, donc pendant la première vague épidémique. Deuxième vague épidémique non plus d'ailleurs. En réalité, après, ça c'était la mortalité Covid-19 dans les hôpitaux, mais pas forcément rapporté aux gens hospitalisés, c'est rapporté à la population du département. Quand on fait rapporter aux patients hospitalisés, c'est-à-dire une fois que quelqu'un entre à l'hôpital pour Covid-19, quelle proportion de ces gens-là vont en mourir? Et bien à nouveau, les Bouches-du-Rhône se situent tout à fait dans le gros du peloton. En fait, dans la première vague, 25 départements sur la centaine de départements qu'il y a en France, 25 départements faisaient mieux que les Bouches-du-Rhône, alors qu'ils n'ont pas d'IHU de Marseille dans les autres départements. Et dans la deuxième vague, il y a eu un peu moins de départements qui faisaient mieux que les Bouches-du-Rhône, et là où c'est même un peu troublant, c'est qu'en fait, c'est dans la deuxième vague épidémique que l'IHU de Marseille a dû arrêter de donner son hydroxychloroquine parce qu'ils se sont plaints justement de ne plus avoir les autorisations administratives pour en distribuer. Donc en fait, presque à partir du moment où l'IHU n'a plus eu le droit de donner l'hydroxychloroquine, c'est là qu'ils sont devenus comparativement un peu meilleurs parce que du coup, il n'y a plus que 13 départements qui font mieux que les Bouches-du-Rhône, alors que c'était 25 sur la première vague. Bref, en fait, tout ça ne me semble pas significatif. En fait, les Bouches-du-Rhône sont tout à fait dans le gros du peloton. Et donc, c'est des rumeurs qui ont été basées sur des comparaisons non représentatives.
un autre cas sur... ouais, là, je vais peut-être passer vite. C'est quelque chose, c'est une prépublication qui a été publiée par la suite. C'est par un labo américain, il me semble. Un truc sur la toxicité de la bithérapie. En fait, c'est un article qui fait une étude rétrospective, c'est-à-dire c'est pas du tout des cohortes randomisées à qui on a attribué au hasard les traitements. En fait, c'est des gens qui ont revisité a posteriori ce qu'il est advenu des patients à qui on avait donné des traitements et des traitements à l'hydroxychloroquine pour d'autres indications. C'est des données qui datent de plusieurs années. Donc là, c'était des gens qui avaient des problèmes rhumatologiques. L'hydroxychloroquine est prescrite dans ce genre de circonstances. Et donc, ils analysent ce qui est advenu de plus de 900 000 patients traités à l'hydroxychloroquine par rapport à un autre traitement qui est aussi donné pour les patients qui ont des conditions similaires, et ils se rendent compte que l'hydroxychloroquine n'a pas l'air d'être spécialement toxique quand elle est donnée à court terme. Et donc ça, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Raoult a beaucoup communiqué là-dessus pour dire, regardez, l'hydroxychloroquine n'est pas toxique. Effectivement, à court terme, et sous peu que les patients soient surveillés, donc avec des électrocardiogrammes, on connaît suffisamment bien les effets secondaires, visiblement, pour les empêcher. En revanche, dans cette cohorte également, parmi les 900 000 patients, il y en a 300 000 qui ont aussi été traités à un moment avec de l'azithromycine. Donc, c'était des patients qui avaient un problème rhumatologique et qui ont eu à un moment une infection bactérienne. Donc, leur médecin leur a prescrit, en plus de l'hydroxychloroquine, temporairement un peu d'azithromycine. Et la cohorte contrôle ici, c'est des patients qui avaient aussi une infection bactérienne, mais qui ont été traités avec un autre antibiotique, l'amoxicilline. Et donc là, ça fait vraiment un bon contrôle parce qu'on a des patients qui sont dans le même état, qui ont des problèmes rhumatologiques avec une infection bactérienne, et on les traite avec la fameuse bithérapie ou avec autre chose. Et là, on se rend compte qu'en fait, il se trouve que chacun de ces deux médicaments, hydroxychloroquine et azithromycine, chacun des deux a une petite toxicité cardiaque. Donc, chacune d'elles séparément est assez bien maîtrisée, mais il se trouve qu'il y a un effet cocktail, et ça, le labo Raoult l'avait visiblement pas anticipé, un effet cocktail entre les deux, qui multiplie énormément le risque. Et donc, quand on donne les deux à la fois, là, on accroît énormément le risque de mort par arrêt cardiaque. En fait, entre cette cohorte-là et la cohorte contrôle, il y a eu 2 fois plus de morts par arrêt cardiaque dans les 30 jours qu'on suivi le traitement, dans la cohorte traitée avec la fameuse bithérapie. Et donc ça, c'est très utile pour savoir qu'en fait, cette bithérapie est vraiment toxique. On nous dit beaucoup que l'hydroxychloroquine n'est pas toxique en tant que telle. En tout cas, elle l'est, mais elle l'est peu. Ça, c'est vrai. Mais en association avec l'azithromycine, il y a une vraie toxicité qui est pour le coup mal connue, et en fait trop mal connue au point qu'il y a des gens qui en meurent. Et ça aussi, c'est malhonnête parce que dans plusieurs interviews, Didier Raoult nous parle de cette étude pour dire regardez, l'hydroxychloroquine est inoffensive, mais il passe sous silence la cohorte traitée avec la fameuse bithérapie que lui préconise, qui, elle, montre au contraire qu'elle est toxique. Une autre petite arnaque statistique concerne les comparaisons entre les régions. Donc, à nouveau, entre la cohorte traitée à l'IHU de Marseille et puis les patients traités en Île-de-France ou dans le Grand Est. Donc ça, c'est dans une vidéo publiée par l'IHU de Marseille lui-même. Donc ça, c'est des vidéos qu'ils mettent eux-mêmes sur le site web de leur institut. Je vous mets le lien, donc elle a été publiée le 19 mai. Et donc, il nous dit, voilà, nous, notre traitement, en tout cas, il a un effet parce qu'il sauve des jeunes. Nous, on n'a pas eu de jeunes patients qui sont morts dans notre cohorte, alors qu'en Île-de-France et dans le Grand Est, il y en a. Et pour ça, il nous montre, alors j'ai retracé les histogrammes, et il nous montre dans la vidéo, il nous montre ceux qu'ils ont dessinés eux-mêmes. Il y a une petite arnaque. Alors, il nous montre aussi la Chine. Il dit la Chine au début de l'épidémie aussi, c'était le même genre de pyramide des âges. Il y a une petite arnaque parce qu'eux, ils font en sorte de montrer des choses qui ressemblent énormément, Grand Est et Île-de-France, qui ressemblent énormément à la Chine, parce qu'en fait, ils modifient les catégories d'âge. En fait, là, moi, j'ai fait les trucs honnêtement, mais eux, dans leurs vidéos, ils trichent un peu, de façon à ce que les statistiques Grand Est et Île-de-France ressemblent à celles de la Chine. En fait, ils ont fusionné des catégories d'âge 80 ans et plus ici, qui divisaient, pour les régions françaises, en 80, 89 et 90 et plus. Donc moi, du coup, j'ai pris un truc uniformisé. Donc bref, ça, c'est les pyramides des âges des patients qui meurent, donc bon, en Chine, et puis Grand Est et Île-de-France. Il dit, nous, à l'IHU, regardez ce qu'on a, pyramide des âges des décès, eh ben, on a effectivement des gens qui sont morts, mais c'était des vieux, et des jeunes, on n'en a pas qui sont morts. Vous voyez, les barres ici sont à 0. Ici, l'arnaque, c'est qu'en fait, il compare des effectifs traités dans des régions entières, donc vous voyez ici, l'échelle, ça va jusqu'à 1500, ici, ça va jusqu'à 3000, à une petite cohorte de quelques centaines de milliers de patients qui ont traités à l'IHU de Marseille. Donc, le nombre de décès, ici, vous voyez, l'échelle va jusqu'à 15. Donc, forcément, si on respectait les mêmes proportions, eh bien, des nombres de patients morts jeunes, on en aurait un nombre fractionnaire, moins de 1. Parce qu'en fait, ici, on est dans des nombres trop petits. Et donc, le fait qu'ils aient 0 patients jeunes décédés, ce n'est pas du tout une indication que leur traitement est efficace pour les patients jeunes, c'est juste une indication qu'ils ont une cohorte trop petite pour les voir et qu'il n'existe pas de patients fractionnaires. Ça ne voudrait rien dire de dire on a tué seulement 0,2 patients jeunes. En fait, c'est 0 ou 1.
Et donc, à nouveau, on est sur un genre de données où les nombres sont contraints, c'est forcément des nombres entiers. Donc, forcément ça ne pouvait pas être entre 0 et 1, ça pouvait être que 0 ou 1 ou davantage. Et donc là, il y a à nouveau une arnaque intellectuelle. Et en fait, quand on fait les comparaisons, et je me suis amusé à les faire, évidemment, on s'aperçoit que la différence est plus du tout significative entre l'IHU de Marseille et les régions françaises. Et s'ils ont 0, ici, c'est juste qu'ils ont une cohorte trop petite. Voilà, puis aussi, ils font la comparaison avec, parmi ceux qui ont à l'IHU de Marseille, ceux qui ont été traités avec leur fameuse bithérapie, parce que c'est encore un sous-ensemble, et là, l'échelle est encore plus petite. Et évidemment, il y a encore 0, mais voilà, c'est à nouveau un problème d'échelle. Voilà, et donc voilà, ce qu'il faudrait faire ici, ça se teste vraiment, il y a des tests qui sont faits pour ça, des tests statistiques qu'eux se sont abstenus de faire, mais qu'on peut faire, et donc quand on les fait, on s'aperçoit que la différence n'est pas du tout significative. Je vais peut-être... Oui, pardon, il y a une question peut-être? Ouais, pardon, j'ai plus qu'une minute, pardon. Alors ok, bon ça je vais passer vite. En fait, c'est juste qu'il y a une triche aussi, c'est que dans les cohortes qu'ils considèrent comme traités, là aussi, ils ne comptent pas tous ceux qui ont commencé le traitement et qui ont eu un problème cardiaque dans les 3 premiers jours. Et ceux-là sont basculés dans l'autre cohorte. Et ça aussi, c'est une triche parce qu'en fait, c'est des gens qui étaient traités. Et en plus, du coup, c'est des gens qui ont des comorbidités et qu'on met sélectivement dans la cohorte contrôle. Donc, c'est une façon pour eux d'enrichir leur cohorte contrôle en personnes qui sont plus fragiles. Donc, de favoriser leur comparaison. Donc voilà, et ça c'est bon. Voilà, je résume le truc. Voilà, vous pourrez lire les sources si ça vous intéresse. Mais il y a vraiment des gros problèmes dans la composition de leur cohorte. Elles sont pas randomisées. Donc en fait, systématiquement dans les articles du labo Raoult, ils mettent dans la cohorte contrôle des gens qui sont plus âgés, qui sont plus faibles, qui ont des comorbidités. Et donc après, ils s'étonnent de voir des petites différences de mortalité. En fait, elles sont certainement attribuables à ce genre de choses. Et en fait, elles sont attribuables à ce genre de choses parce qu'on peut faire les analyses de leurs propres données. Je me suis amusé à le faire, je vous mets les liens. En fait, effectivement, c'est dû à ces comorbidités. Il y a aussi eu, alors là, c'est d'autres personnes aussi, donc un collectif de médecins qui ont fait un article où ils disent qu'ils ont vu aussi un effet bénéfique de la bithérapie. En fait, c'est faux. Ce qu'ils voient, c'est un effet positif de l'azithromycine elle-même, cet antibiotique. Et ça, c'est pas étonnant parce qu'effectivement, il y a souvent des surinfections bactériennes dans le cas du Covid-19, et l'antibiotique est efficace contre ça. Simplement, eux voient un effet de l'azithromycine et ils attribuent leur effet à la bithérapie azithromycine plus hydroxychloroquine. Leurs propres données montrent qu'en fait, l'effet est uniquement dû à l'azithromycine. Et le titre de leur article, lui, il titre sur un effet de la bithérapie. Donc ça aussi, c'est une malhonnêteté, c'est une mauvaise interprétation de leurs données, en fait. Ce n'est pas la bithérapie qui soigne, c'est l'azithromycine elle-même. Je vous mets tous les liens. Et puis oui, en plus, ils ont publié ça. Il y a une petite blague, c'est rigolo. Je vous passe les liens. Et enfin, ouais, je passe sur le deuxième pic épidémique. En fait, des gens qui ont prétendu que le deuxième pic épidémique était moins mortel que le premier, sur une mauvaise compréhension de ce que c'était que l'exponentielle. En fait, l'exponentielle accélère au cours du temps. L'accélération exponentielle est elle-même une exponentielle. En fait, c'est ça le truc. Et donc, il y a ce monsieur Toussaint, professeur aussi, qui à la fin de l'été, venait nous dire que l'augmentation des décès était moins rapide que l'augmentation des cas. Et donc, en fait, on avait surtout des cas positifs en PCR qui étaient des gens sans gravité, qui n'allaient pas mourir. En fait, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les décès et les cas positifs sont juste décalés dans le temps, d'environ 15 jours. Et donc, si les décès augmentaient moins vite que les cas, c'est juste parce que les exponentielles étaient décalées de 15 jours. Et enfin, oui, voilà, je finirai là-dessus. Donc, il a été proposé par, à nouveau, Didier Raoult que le deuxième pic épidémique qu'il voyait à Marseille n'était pas dû à un rebond de l'épidémie, mais à un nouveau variant. Il appelait ça une nouvelle épidémie, parce qu'en fait, évidemment, des variants, il y en a eu des nouveaux tout au long de l'épidémie, mais dès le mois de janvier 2020, il y avait des nouveaux variants, et ils se remplacent les uns les autres. Et en fait, il était en train d'observer un pic épidémique qui était dominé par le variant du moment, mais ce n'était pas ce variant qui était causal de l'épidémie, et ça se voit parce qu'en fait, dans les autres villes de France et dans les autres pays d'Europe, il y avait aussi un deuxième pic épidémique en même temps, et pas du tout le même variant. C'est tout à fait différent de ce qu'on voit en ce moment, là, en début d'année 2021, avec les variants qui sont appelés anglais, sud-africains ou brésiliens, japonais, qui, eux, sont réellement responsables d'une accélération de l'épidémie. Mais ce qu'il appelait son variant Marseille 4, c'était n'importe quoi, en fait. Et oui, ce genre de choses a été étudié. Voilà, donc voilà, je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé. Donc bref, la conclusion, c'est que les statistiques sont un outil vraiment utile en sciences expérimentales, c'est même indispensable. En fait, à partir du moment où on fait une mesure, on est obligé de faire des statistiques parce que la mesure en elle-même vous trouvera toujours des résultats différents. Et donc, il faut savoir mesurer la confiance qu'on peut accorder à ces différences. Mais bien entendu, comme toujours, et ce n'est pas seulement vrai en sciences, c'est que le meilleur outil ne donnera rien s'il est mal utilisé, qu'il soit mal utilisé par erreur non intentionnelle ou qu'il soit mal utilisé délibérément. Et donc, du coup, il est tout à fait possible de mal utiliser les statistiques. Et là, dans ce contexte de pandémie où les gens étaient affolés, passionnés par la science, mais pas forcément très instruits de ces choses-là,
et bien du coup, ça a donné l'occasion à des malhonnêtes et à des incompétents de s'exprimer, de faire parler d'eux. Et moi, je trouve ça vraiment dérangeant. Je vous disais, l'exposé d'aujourd'hui va peut-être vous donner vous mettre de mauvaise humeur parce que ça révèle que et notamment dans les responsables, dans des gens qui ont des vraies responsabilités. Didier Raoult, par exemple, il est à la tête de 800 personnes dans cette IHU. Il fait la pluie et le beau temps. Il contrôle des millions d'euros d'argent public. Il y a aussi des vrais problèmes sur la gestion de l'argent public par cet institut. Et c'est honnêtement quelqu'un enfin, honnêtement, je suis honnête en disant ça, c'est quelqu'un qui est un escroc. Enfin, là, visiblement, depuis un an, il fait la preuve de son escroc, de sa malhonnêteté. Et donc, c'est vraiment dérangeant de voir qu'on confie de l'argent public, qu'on confie la formation de jeunes chercheurs, de jeunes médecins à des gens qui ont ce genre de mentalité. Et ça a été révélé par le contexte de l'épidémie. Et peut-être s'il fallait voir une chose positive dans toute cette épidémie, c'est qu'elle aura peut-être permis au grand public de se rendre compte qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les carrières, y compris dans la science. Pour conclure, je pense qu'en fait, Didier Raoult n'est pas le seul dans son cas. Et en fait, s'il n'avait pas existé, il y aurait certainement eu d'autres personnes, d'autres mandarins locaux comme ça pour prendre sa place. Parce qu'en fait, on en a vu beaucoup des experts autoproclamés prendre la parole au printemps, tous venir en son soutien et sans jamais avoir lu l'article, sans jamais avoir vu les problèmes, alors que d'après leur CV, ils auraient dû comprendre les problèmes. Donc en fait, des experts un peu foireux, on en a vu beaucoup. Et hélas, Raoult est peut-être pas un cas isolé. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé de 5 minutes. On va peut-être passer aux questions, pardon. Oui, bah, écoutez, vraiment, je